Du coup, on est l'asso Alter Capitae. On est une asso à but non lucratif qui a été créée il y a 3 ans et qui milite pour la décroissance prospère. Donc la décroissance, c'est une idée assez radicale, une idée anticapitaliste qui demande de baisser la production et d'aller aussi vers une nouvelle conception du bonheur. Et il y a une idée très forte qu'on a chez nous, que la décroissance, c'est certes une obligation écologique évidente, mais c'est aussi un chemin qui peut nous mener vers plus de bonheur, à condition évidemment d'être moins matérialiste et de revoir les rapports de production dans la société. Et dans ce cadre-là, l'asso Alter Capitae, du coup, voilà, existe depuis 3 ans. On fait plusieurs événements, dont l'Agora qui a lieu chaque année, qui est un peu notre gros événement. On est aussi au Festival de la décroissance qui a lieu en juillet, 24, 25, 26, si vous voulez venir. Et on fait aussi une série de conférences. Donc on avait fait la première année sur nos gros thèmes qui étaient le consumérisme, le technosolutionnisme, la comptabilité écologique. Et cette année, on a pris des thèmes un peu nouveaux, notamment la question de l'eau, qui a eu lieu en novembre. Et puis là, on reprend, comme disait Louis, avec un thème rarement traité chez les écolos, mais qu'on pense qu'il faut traiter, qui est la question des forces militaires. Donc merci beaucoup d'être là, et je crois voir quelqu'un des canaux qui pourra du coup nous accueillir. Bonjour. C'est hyper rare de voir que des hommes à cette place. Bonjour tout le monde, donc je suis Mathilde, je suis la directrice de la sensibilisation de l'association Les Canaux, qui anime la maison des canaux dans laquelle vous êtes. Juste pour savoir qui connaît l'association La Maison, à main levée. D'accord, ça vaut quand même le coup de représenter ce qu'on fait. On est un lieu de la ville de Paris qui est la maison des économies solidaires et innovantes. C'est une petite valise dans laquelle on met l'ESS, l'économie circulaire, l'entrepreneuriat à impact. Un peu en fait on se suit avec Alter Capitae puisqu'on a cette idée de regarder d'autres désolé pour le terme, indicateurs de succès que juste l'indicateur purement financier, mais d'aller regarder le nombre de déchets évités, le CO2 évité, est-ce qu'il y a eu de la création d'emplois, et en particulier pour des personnes plus fragiles comme les personnes en situation de handicap ou les personnes éloignées de l'emploi, enfin, quelles que soient les raisons. Et donc, notre mission ici, on est assez rarement ouvert au public, puisqu'on accueille beaucoup de professionnels, c'est d'aider à faire progresser ces modèles économiques-là, ces structures-là, les structures qui font partie de ces modèles économiques-là. Et on le fait de plein de manières différentes, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet de ce soir, mais on a une dizaine de programmes. On le raconte quand même une fois par an, et il se trouve que c'est dans pas très longtemps, à travers notre festival de l'économie engagée. Et donc on vous donne rendez-vous tout le monde à partir du 19 juin jusqu'au 29 juin pour découvrir justement un peu plus en détail tout ce qu'on fait. Et ça nous fait plaisir d'accueillir des associations comme Alter Capitae qui font partie, malgré eux, de l'économie sociale et solidaire, même si ce ne sont pas des acteurs économiques au sens propre, et pour parler de tous ces sujets de post-croissance prospère. Voilà. Bonne conférence. Donc voilà, pour me présenter rapidement avant d'attaquer, donc je suis Louis Fidel, je travaille au ministère des Armées. Donc ce que je vais dire ce soir, évidemment à titre personnel, est membre de l'association Alter Capitae et pas au titre de ma fonction professionnelle. Donc je suis membre de l'association depuis maintenant 2 ans, et on avait à cœur dans cette association de penser ces 2 sujets en même temps. C'est-à-dire que lorsqu'on est convaincu de la nécessité d'une transformation radicale sociale, du fait notamment de la crise écologique, du dépassement des limites planétaires, de la raréfaction à venir des ressources, il faut se poser les questions dans des termes un peu durs, et il faut aborder des questions importantes qui sont celles de la défense nationale et de l'industrie de défense. Sinon, on n'est pas complet dans le tableau et dans le programme, le projet qu'on a apporté dans la société. Donc on voulait défricher ces thématiques et essayer de les penser ensemble, avec donc la grande question de ce soir qui est: que faire de l'armée française quand il faut transformer la société? 2 petits points de préambule avant d'attaquer. Comme Mathilde l'a dit, on est à un plateau 100% masculin ce soir, on s'en excuse. C'est pas faute d'avoir essayé, mais finalement les intervenantes qu'on avait pressenties et qui étaient superbes pour intervenir ce soir n'étaient pas disponibles, et on a préféré maintenir la conférence malgré tout, donc on s'en excuse. On n'a pas coutume de faire ça. Et deuxième point, vu notre sujet de ce soir aussi, qui sont les questions militaires, forcément d'actualité en ce moment, on va volontairement mettre de côté les sujets géopolitiques chauds du moment pour aborder des sujets qu'on n'aborde pas, justement, et c'est un choix
éditoriale de notre part, mais on ne minimise pas ce qui se passe évidemment en Palestine aujourd'hui, ni la suite de la guerre en Ukraine. Voilà. Donc à mes côtés deux intervenants, Maxime Launay, tu es chercheur au sein du domaine défense et société de l'IRSEM, qui est donc un institut de recherche lié à l'école militaire, et tu es docteur en histoire contemporaine, et ta thèse a porté notamment sur l'histoire des mouvements de gauche et du rapport de ces mouvements de gauche dans toute leur grande complexité et variété par rapport à la question militaire. Et Aurélien Saint-Toul, bonsoir. Donc vous êtes député LFI, commission de la défense nationale et des forces armées, je crois. Et vous avez notamment porté pour votre parti le projet de contre-loi de programmation militaire pour votre parti. Donc merci à tous les deux d'être là. Et donc la conférence va être structurée en 3 grands axes, un peu chronologiques, vous allez voir, c'est assez classique. Donc d'abord un retour historique sur des choses qu'on n'a plus coutume de penser ou de savoir, on va dire à gauche en général et même dans la société, sur les rapports entre les acteurs politiques de transformation, syndicats, partis politiques, ONG et les forces armées. J'ai l'impression que moi, à titre personnel, cette mémoire de ce qui a pu être fait avant s'est perdue, ou en tout cas est peu connue, et donc il valait le coup, je pense, de refaire un peu un fil historique. Donc il ne va pas forcément parler d'écologie tout de suite. Ensuite, une deuxième partie sur vraiment le présent, c'est-à-dire les forces armées aujourd'hui, comment fonctionne un peu l'armée française, quelle est sa grande organisation et ses possibles sensibilités ou axes de travail sur les questions écologiques, et donc comment on pourrait aborder des sujets de décroissance en pensant avec les forces armées. Et puis un dernier sujet plus futuriste, prospective entre guillemets, sur quelle utilisation des forces armées, dans une perspective décroissante, donc de raréfaction des ressources et d'organisation vraiment très bifurcante de l'économie, on ferait des forces armées avec donc ce qu'on appelle quel emploi des forces dans le langage militaire de ces militaires. Voilà. Mais on est parti. Donc sur le premier point, c'est vraiment le retour historique, et je vais me permettre encore de prendre un peu le micro avant de le laisser pour longtemps, j'espère, planter un peu le décor. Donc pourquoi on a fait cette conférence? Les questions écologiques, donc elles sont surtout aujourd'hui portées par des acteurs politiques situés à gauche, on va dire, du spectre politique, partis politiques, acteurs associatifs, syndicats. Ces acteurs portent historiquement des projets de transformation de la société en opposition à des franges plus conservatrices. Les forces armées, par leur histoire, par leur fonctionnement, ont plutôt été un acteur rangé du côté conservateur de l'ordre social. Donc forcément, leur mission fondamentale de défense de l'État s'accommode difficilement des velléités de transformation. Et donc, historiquement, on a une tradition, que ce soit dans les traditions anarchistes, socialistes, plus ou moins radicaux, communistes et même écologistes, souhaitant donc une révolution sociale, un affrontement presque pensé avec l'armée, des officiers, des puissants, entre guillemets. Et cet affrontement pourrait parfois être inévitable. On se souvient notamment des événements de la Commune massacrée par l'armée française. Donc on se souvient qu'il y a eu tout un tas de stratégies qui ont été pensées par ces mouvements de transformation pour s'adresser aux militaires, parfois contre leurs officiers, et cette tradition a été renforcée, théorisée par une tradition purement antimilitariste, qui est reprise d'ailleurs par les mouvements écologistes qui se structurent dans les années 70, avec la question du nucléaire, qui cristallise le refus de cette société, on va dire, dont une technologie structurante provient du monde militaire. Et donc cet antimilitarisme s'est développé dans des luttes à Tarnac contre les essais nucléaires, militaires et même civils. Donc voilà. Donc on a toutes ces forces politiques qui ont mis au centre l'institution militaire et qui en ont souvent fait un ennemi presque irréductible. Et ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du pays. La Révolution française, par exemple, a accouché d'une réforme complète de l'armée, où le militaire n'est plus de carrière, c'est le peuple en armes pour défendre la République naissante. On contrôle alors les généraux par des délégués issus de la Convention, de l'Assemblée nationale de l'époque. On crée la garde nationale. Donc on imagine une défense nationale, on va dire, différente de celle qui était celle de l'Ancien Régime. Et ces principes d'une armée nouvelle ont permis la victoire d'abord face à la coalition des puissances européennes en 93-94. Et tout ce magma un peu intellectuel et réel, en fait, de propositions politiques d'une défense alternative, ont été repris, développés par Jaurès, que vous connaissez sans doute, mais dont vous ne connaissez peut-être pas, donc un livre assez majeur qui s'appelle L'Armée Nouvelle, qui est sa grande proposition dans son idée de, on va dire vraiment,
concrètement réaliser la société socialiste dans la montée à tout début du XXe siècle, et donc imaginer une armée complètement différente, inspirée de l'armée révolutionnaire, et en même temps très réaliste, très ancrée dans la montée en tension face à l'Allemagne. Donc ne pas seulement pacifiste, mais aussi concrètement être en mesure de se défendre sans renier en rien les principes du socialisme qu'il portait. Et puis, dernier élément historique que je mets en discussion, se rapprochant du pouvoir d'État, donc le Parti socialiste, dans les années 60, 70, et on reviendra sur cette période pendant la conférence, résout dans un moment un peu de bouillonnant politique, les années 60-70, se rapprochant du pouvoir, avant 1981, Mitterrand, comment concrètement il s'est converti, on va dire, au consensus de la défense nationale, dont tu parles Maxime, on va en reparler. Et donc c'est assez éclairant de voir par rapport à ce qui pouvait être théorisé dans les années 70 par le parti, a été réalisé concrètement dans la décennie du pouvoir socialiste. Donc voilà, grand tour d'horizon, j'ouvre pas mal de portes. L'idée était de commencer la discussion avec le cœur de ta thèse en partie sur l'antimilitarisme. Est-ce que tu peux revenir, Maxime, sur d'où vient cette tradition antimilitariste en France, alors qu'on voit qu'elle n'a pas toujours été dominante à gauche, ou en tout cas que la gauche a aussi pensé une armée différente. Merci beaucoup, merci à votre association pour votre invitation. Je suis ravi d'être ici sur un sujet qui, effectivement, est assez peu abordé dans le débat public, et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté, évidemment, d'être là. Alors, tu as déjà dit beaucoup de choses, ouais. Et c'est bien, non mais c'est très bien, tu as défraîchi le sujet. En fait, effectivement, lorsqu'on parle des partis, des associations, des syndicats qui ont pensé la question du rapport entre le monde politique, les questions écologiques et la défense, on se situe à gauche, globalement. Et l'une des modalités de cette perception a été pendant très longtemps l'antimilitarisme. Aujourd'hui, celui-ci est quasiment résiduel, on pourra en parler, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, je vais commencer par cet élément pour voir quelles ont été les grandes scansions. D'abord, bon, c'est une facilité de le dire, mais on parle de l'armée au singulier, de la gauche au singulier. On sait très bien que tout ça doit être mis au pluriel, puisque la gauche est en fait des familles politiques, tu l'as dit, des communistes, des socialistes, des écologistes, des radicaux, on les a un peu oubliés aujourd'hui. Or, évidemment, qui veut dire pluralité des familles politiques, veut dire aussi diversité des cultures politiques, donc des rapports à l'armée qui sont différents entre ces différentes familles-là. Et donc, forcément, ça complexifie un peu la chose, mais c'est absolument nécessaire, parce qu'un communiste, alors ça dépend à quelle période on parle, mais n'a pas le même rapport à l'institution qu'un socialiste dans les années 70, par exemple. Un écologiste n'a pas forcément les mêmes positions dans les années 70, puis dans les années 90. Voilà, les choses ont pu évoluer. Première chose. Ensuite, l'antimilitarisme, lui aussi, il est pluriel, et surtout, il ne faut pas le concevoir comme, parce qu'il y a ce isme à la fin, comme une idéologie très structurée, de la même manière que le serait le communisme, par exemple. Il n'y a pas d'analogie de ce point de vue. On a affaire à des discours, des pratiques, des réactions, des sensibilités qui sont elles aussi variées dans le temps, avec des courants. Ça peut être l'hostilité systématique à l'institution, c'est-à-dire vouloir détruire l'armée, la faire disparaître. Et puis vous avez par exemple des courants plus républicains qui formulent une critique de l'institution sans nécessairement vouloir la disparition de l'armée, mais vouloir une autre armée différente qui fonctionne par exemple de façon plus démocratique. Et puis vous avez un autre courant qui a toujours été très marginal, mais très présent, enfin toujours présent. C'est un courant qu'on peut plus qualifier d'antibelliciste, c'est-à-dire des gens qui sont très radicaux dans le sens à partir du moment où ils refusent le principe même de la guerre. Eh bien, ils estiment que l'instrument même de cette guerre, l'armée, doit elle aussi disparaître. Et donc ça, on trouve ça plutôt dans des courants qui peuvent être religieux ou spirituels, ou libertaires, enfin bon, il y a plusieurs branches. Cet antimilitarisme, je le disais, a eu plusieurs vecteurs. Ça peut être des vecteurs comme des hommes politiques qui se sont investis sur cette question. Ça peut être des militants antimilitaristes en faisant leur service militaire aussi. Ça peut être aussi les médias. Cabu, Charlie Hebdo, était le grand représentant dans les années 70. En fait, il a toujours été antimilitariste d'ailleurs, à travers ce journal. J'ajouterais que ensuite, pour comprendre cette évolution dont tu parlais, comment on peut voir une armée effectivement populaire, l'armée de l'an 2 qui a participé à la Révolution, et ensuite cette fort antimilitarisme dans les décennies qui suivent, il faut le comprendre par plusieurs phénomènes politiques et sociaux. En fait, au XIXe siècle, il ne faut pas l'oublier, il n'y avait pas de police spécialisée dans le maintien de l'ordre. Il n'y avait pas de CRS, il n'y avait pas de gendarme mobile, c'est l'armée qui assurait le maintien de l'ordre.
Et elle le faisait avec les moyens de l'armée, c'est-à-dire en tirant sur la population, pas avec des méthodes qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est un premier élément de ce rapport compliqué entre, alors qu'est-ce qu'on appelle la gauche au XIXe siècle, là aussi c'est compliqué, mais lors des insurrections républicaines, c'est l'armée qui est présente. Lors des grèves, c'est l'armée qui vient briser les grèves. Et donc ça c'est un premier point de friction extrêmement important. L'armée versaillaise, c'est elle qui abat la Commune en 1871, et puis c'est aussi une armée qui est perçue comme celle de l'arbitraire, de l'exception. L'affaire Dreyfus, cette affaire, ce scandale militaro-politico-judiciaire au tournant du 19e, 20e siècle, lorsqu'on a voulu accuser un capitaine juif de trahison et d'espionnage, alors que c'était évidemment totalement faux, c'est l'armée qui a voulu rester au nom de son honneur dans le déni, dans le mensonge, et là ça a été aussi une illustration de cette différence, de ce gap avec le courant républicain. Et puis aussi des représentations, je pense qu'il ne faut pas négliger ça aussi, la manière dont on perçoit l'armée comme un corps extérieur à la nation, les officiers pouvant être vus comme une sorte de caste, de noblesse écrasant les dominés, les sous-officiers étant perçus comme des brutes épaisses n'exerçant qu'une certaine forme de violence, ou encore le service militaire étant comme l'outil du dressage éprouvant des appelés à l'époque où le service militaire existait. Donc ces représentations, je pense qu'il ne faut pas les négliger. Et puis dernier élément, c'est la question du césarisme. On a une tradition césariste en France, c'est-à-dire comment on prend l'État, on fait des coups d'État. Et notre histoire politique contemporaine a été riche de coups d'État, et l'armée a toujours été mêlée à ceci. Qu'il s'agisse de Napoléon Ier, de Napoléon III, l'armée était là, Napoléon III était lui-même dans l'armée, avec des instruments pour faire cela, l'état de siège. C'est aussi, je parlais de la Commune, et puis pour aller un peu vite, la guerre d'Algérie, ne m'oublions pas, elle se termine quasiment en 1961, avant les accords d'Évian, par le putsch d'Alger. Qu'est-ce que c'est le putsch d'Alger? Ce sont des généraux qui sont en désaccord avec le général de Gaulle et qui essayent de renverser le pouvoir. Et ça, évidemment, dans la culture politique, plus généralement, quels que soient les courants de gauche, ce rapport au pronunciamento, au césarisme, ça marque aussi cette antimilitarisme, cette différence vis-à-vis de l'institution. Si on actualise un peu sur ces 50 dernières années, le dernier grand moment antimilitariste, c'est la période post-mai 68. Il y a plusieurs raisons à cela, tu en as évoqué certaines. L'armement nucléaire français, il y a eu des oppositions qu'on a complètement oubliées aujourd'hui, très fortes vis-à-vis en fait, de surtout ce qui était c'était pas tellement l'armement que les essais nucléaires pour fabriquer ces bombes, parce qu'il y avait aussi une logique coloniale ou post-coloniale. On faisait ces essais d'abord au Sahara, puis en Polynésie française, avec les conséquences sanitaires et environnementales que l'on connaît aujourd'hui, mais qui à l'époque n'étaient pas dites. Autre élément, c'est le rapport territorial à l'armée. L'armée a le plus grand espace domanial du pays. C'est-à-dire c'est une conquête territoriale qui s'est faite par étapes, elle s'est faite à la fin du XIXe siècle, puis ensuite dans les années 60. Pourquoi? Parce qu'à la fin, au moment où l'Empire a disparu, il a fallu ramener toute une série de régiments d'Algérie notamment, et donc il fallait de l'espace pour les accueillir, et puis avec la modernisation des armements, il fallait aussi des espaces de tir plus larges, donc on a voulu agrandir toute une série de terrains militaires, et le principal d'entre eux c'était le Larzac. Et donc le Larzac, c'était un endroit où vous aviez une agriculture sylvo-pastorale de brebis tout à fait traditionnelle. Les paysans ont résisté, ça a été la coagulation ensuite de toute une série de courants politiques qui tous les étés se réunissaient là. Et donc là, on a eu un moment, pendant 10 ans, de lutte antimilitariste au Larzac, qui ne s'est conclu qu'en 1980, quand lorsque la gauche arrive au pouvoir, a renoncé à ça. Troisième et avant-dernier sujet, autre moment de friction dans ces années post-mai 68, c'est le contexte international de l'époque. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez la guerre du Vietnam, qui est un moment de politisation aussi très fort partout en Occident contre l'armée et ses conséquences, notamment environnementales, mais non pas que, puisque c'était aussi d'abord des morts et des destructions. Vous aviez aussi le Chili. Le Chili, c'est quoi en 1973? C'est un coup d'État qui a eu lieu contre un gouvernement d'unité populaire de gauche, l'Allende, qui était vraiment le modèle, notamment en Europe, au Parti socialiste et de bien d'autres. Et c'est l'armée qui était réputée extrêmement républicaine, le Chili, qui a pris le pouvoir et qui a mis en place, elle n'était donc pas républicaine, qui a mis en place une dictature. Voilà. Et puis, quelques mois plus tard, vous avez ce qu'on appelle la révolution des œillets, qui a marqué aussi toute la culture politique de l'époque. C'est au Portugal. Là, à l'inverse, c'est l'armée qui, effectivement, participe à renverser le pouvoir, mais c'est une armée qui impose la démocratie. Parce que ce n'est pas les mêmes catégories sociales que ceux que je viens de citer au Chili.
Dernier élément, à mon avis, qui est structurant et majeur pour l'époque, c'est que lorsqu'on regarde la sociologie des contestataires, c'est beaucoup de jeunes, pas que, mais quand même beaucoup de jeunes, qui à l'époque faisaient, en tout cas pour les garçons, l'expérience du service militaire, qui avait perdu quand même beaucoup de son aura à partir des années 60, et donc vous avez des vagues de contestation complètement oubliées aujourd'hui, mais qui allaient quand même assez loin. Vous aviez des comités de soldats clandestins, des manifestations, il faut quand même imaginer, des appelés du contingent en treillis qui manifestaient en dehors de la caserne, le poing levé. Les militaires d'active l'ont quand même très mal pris. Donc tout ça participait donc de ce phénomène générationnel qui caractérise l'antimilitarisme de l'époque. Il a disparu assez rapidement finalement à partir de la deuxième moitié des années 70. D'abord parce qu'il y a eu toute une série de réformes pour essayer de prendre en compte et réformer l'armée, la changer son image, on pourra y revenir. Et ensuite parce que la gauche, arrivée en 1980, s'est saisie de cette question et a participé à une forme de réconciliation. Voilà pour ce premier... Merci. Je vous laisse réagir peut-être. Réagir comme ça, d'abord merci, bonsoir. Je suis ravi d'être là et de parler de ce sujet qui est en réalité passionnant et qu'on n'a jamais l'occasion d'aborder en public. Bon, Maxime a dit énormément de choses, donc je ne sais pas comment je peux réagir. Historiquement, il y a peut-être quelques épisodes qu'on peut aussi citer. Bon, dans l'histoire de l'installation de la République, bon, il y a un épisode qui est l'affaire des fiches, sur lequel on peut revenir un instant, parce que au moment où la Troisième République s'installe, la question se pose de savoir qui sont ces gens qui sont dans les armées. L'armée a été au XIXe siècle un refuge de l'aristocratie, pour dire les choses rapidement, et donc il est clair que les élites militaires ne sont pas les plus républicaines, et que la question va se poser de savoir si ces gens sont disponibles pour un nouveau régime politique. Et c'est une problématique qui traverse en réalité tout le XXe siècle aussi, parce qu'il existe une idéologie professionnelle, disons, au sein des armées, qui consiste à penser, pour beaucoup de militaires, y compris aujourd'hui, que l'armée n'est pas le dépositaire ou une émanation de la nation et a fortiori de la République, mais de la nation immémoriale, j'en donne un exemple, qui à mes yeux pose quand même un petit problème. Aujourd'hui, si vous êtes Saint-Cyrien, vous fêtez l'histoire de Saint-Cyr, et donc vous fêtez ce qu'on appelle le 2S. Le 2S, c'est le 2 décembre, qui n'est pas une date très républicaine, c'est la date d'Austerlitz. Et donc, le 2 décembre, vous fêtez la victoire d'Austerlitz. Et chez les militaires, et a fortiori chez les officiers supérieurs, il y a une tendance qui existe, c'est-à-dire que l'armée sera là. Les régimes changent, mais l'armée reste. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui a existé, plus ou moins fortement. Et bon, l'affaire des fiches, c'est un moment où les nouveaux dirigeants républicains commencent à ficher, tout simplement, et à se demander si tel ou tel officier est un bon républicain, pas un bon républicain. Et quand c'est révélé, évidemment, ça fait scandale, parce que c'est présenté comme, à minima, le préalable d'une chasse aux sorcières. Au XIXe siècle toujours, l'autre question qui se pose, c'est celle de la conscription et du tirage au sort. Donc, effectivement, le fait d'être appelé, conscrit, ça pose des problèmes, de mise en danger, de temps consacré à l'armée, au service, etc. Et évidemment, on n'est pas égaux, en particulier au XIXe siècle, puisque certains peuvent payer pour être dispensés, et d'autres ne peuvent pas être dispensés quand ils ont été tirés au sort. Donc il y a un sentiment d'injustice très profond vis-à-vis des obligations civiques, disons ça comme ça, et ça nourrit évidemment des représentations. Ça, c'est le deuxième point historique que j'avais envie de partager. Évidemment, le troisième point, enfin un grand bond, peut-être pas un grand bond tout de suite, je vais passer par la Première Guerre mondiale, puisque évidemment à gauche, la question de la Première Guerre mondiale, elle est décisive dans la fracture entre socialistes et communistes. Au milieu de la Première Guerre mondiale, vous avez des conférences internationales de l'internationale socialiste pour savoir s'il faut désormais ou pas embrasser le pacifisme révolutionnaire. C'est le choix que font les soviétiques, enfin pas les soviétiques à ce moment-là, mais les bolcheviks, avec des conférences internationales comme Zimmerwald par exemple, où on pose cette question-là, et c'est la question qui va travailler la gauche française jusqu'à quasiment la Deuxième Guerre mondiale, de savoir qu'aurait fait Jaurès. Est-ce qu'il aurait rejoint l'Union
sacré, est-ce qu'il aurait accepté le principe de cette Première Guerre mondiale, ou bien en fait il aurait été pour un pacifisme intégral, et évidemment personne n'a la réponse, mais les deux familles politiques vont s'affronter très durement sur ce sujet. J'en profite quand même pour rappeler deux choses sur Jaurès. La première, c'est que après-guerre, son assassin n'est pas condamné. Et donc, je tiens vraiment à dire ces choses-là parce que ça résonne énormément avec des critiques qu'on peut parfois formuler envers l'institution judiciaire, ou en tout cas la compréhension qu'on peut avoir de ce qu'est une position extrême, extrémiste ou réputée telle dans le débat public, avec, quand on le met en balance avec une personnalité qui est aujourd'hui pour autant canonisée. Et il faut se rendre compte que la même personne donc, peut avoir été assassinée par un non-assassin. Il y a eu un non-lieu, hein, il n'a même pas été relaxé, on n'a pas dit qu'il n'était pas coupable, on a dit que c'était pas un assassinat. Donc c'est quand même... et la veuve de Jaurès a été condamnée à payer les frais de justice. Donc il faut se rendre compte que... C'est en 19, je crois, ou en 1920. Et donc il faut se rendre compte que cette figure qui, quelques années après, en 24, va être panthéonisée, 5 ans avant, on disait qu'elle n'avait pas vraiment été assassinée. Donc il faut se rendre... Je trouve que dans le débat... C'est une parenthèse, mais je trouve que c'est hyper important de se rendre compte qu'au même moment, quasiment dans la même société, vous pouvez avoir deux mouvements très forts qui diabolisent au maximum une personnalité au point qu'on dise que son assassinat pouvait passer par ses profits, et en même temps la panthéoniser 5 ans plus tard, et que ce moment de panthéonisation, c'est bien raconté dans certains bouquins d'histoire de la gauche, est un moment de confrontation, puisque vous avez des communistes en particulier qui font une espèce de manifestation sur le cortège qui va conduire le corps de Jaurès au Panthéon. Donc ça reste un vrai enjeu de savoir ce qu'on doit faire à ce moment-là. Donc la révolution russe pose une question évidemment fondamentale aussi, c'est que à partir du moment où vous avez un dessein révolutionnaire, vous avez un rapport très ambivalent à l'armée. C'est que l'armée est d'abord l'institution que vous allez chercher à renverser, mais deuxièmement, c'est l'institution que vous allez refonder, ou c'est les moyens que vous allez employer pour faire la révolution. Et donc, il y a une figure de la gauche mondiale qui inspire évidemment beaucoup ces questions-là, c'est Trotsky. Et alors là, encore une fois, on a une ambivalence très forte, puisque Trotsky, c'est à la fois l'homme du wagon blindé, hein, si vous regardez les représentations Dr Givago, etc., bon, c'est ça, mais vous avez aussi la représentation du trotskisme qui, jusque dans la Deuxième Guerre mondiale, les trotskistes sont des fétichistes révolutionnaires, et des gens qui, avec un courage qui frise l'inconscience, distribuent des tracts, y compris à des soldats allemands, qu'ils considèrent comme pas nazis, mais allemands en tout cas, pour les appeler à refuser, à mettre crosse en l'air, etc. Donc vous avez un courant qui existe au sein de la gauche, qui est particulièrement riche, en fait, de réflexion sur ce domaine. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, deux problématiques entièrement différentes, puisque autant à gauche, et je ne suis pas historien, mais j'y vais à gros traits, quoi, on peut avoir le sentiment que la Première Guerre mondiale est une boucherie, sans signification autre que le service des impérialismes. Autant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le moment héroïque par excellence, et là, l'action armée est réputée entièrement justifiée. Personne ne peut, à gauche, décemment dire qu'il ne fallait pas prendre les armes face au nazisme. Et donc, évidemment, ça nourrit une posture nouvelle, en particulier au Parti communiste, mais je ne rentre pas sur les détails, du patriotisme du Parti communiste, de Aragon qui dit « mon parti m'a rendu les couleurs de la France », des choses comme ça. Mais c'est des sensibilités, évidemment, qui viennent nourrir très différemment la gauche. Je parle du Parti communiste, il y a aussi eu une résistance socialiste, un peu moins nombreuse, moins médiatisée si j'ose dire, mais enfin vous avez des personnalités importantes, comme Daniel Mayer, qui va avoir une vie ensuite dans le socialisme, qui est peut-être sous-estimée, ou en tout cas sous-influente, je ne sais pas, en tout cas c'est un personnage qui m'intéresse pas mal. Voilà. Troisième, peut-être dernière étape avant l'âge contemporain, le plus pleinement contemporain, c'est évidemment la question de la guerre d'Algérie. Puisque le nœud du problème, de la question militaire pour la gauche, probablement à ce moment-là, et pour longtemps, c'est la question coloniale, avec non seulement un coup d'État de l'OAS, mais aussi, il faut bien le dire, un coup d'État de
Gaulle. Alors tout le monde n'appréciera pas l'expression, mais c'est un coup d'État. Et évidemment, encore une fois, les deux interprétations ont un rapport très ambivalent à tout ça, puisque quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé en Algérie à ce moment-là, De Gaulle finit par obtenir, enfin, à mettre tout le monde au pas, si j'ose dire, grâce aux appelés du contingent. Et le chef d'état-major de Gaulle, qui est une personnalité qui n'est pas assez connue et que j'aimerais bien faire connaître, était un personnage très intéressant. Il a écrit lui-même ses mémoires, et je crois que le titre, mais Maxime me corrigera si je dis faux, c'est Général du contingent. Général du contingent, et donc lui-même a expliqué comment, parce qu'il avait pu s'appuyer sur des appelés du contingent, il avait pu mettre au pas les élites militaires professionnelles. Et là, évidemment, c'est un sujet de réflexion très important pour ceux qui défendent la démocratie, en se disant, bon, est-ce que c'est toujours une bonne idée de laisser des fusils aux seules personnes qui sont les plus susceptibles de vouloir s'emparer du pouvoir ou de ne pas réaliser la révolution socialiste, etc. Donc, évidemment que ça a apporté à la fois le sentiment que l'armée était l'instrument du maintien de la colonisation, et en même temps le sentiment ou la conviction que s'il n'y avait pas eu des appelés du contingent, la crise aurait été beaucoup plus grave, puisque c'est la République elle-même qui y serait passée. Voilà, à grands traits, les épisodes qui inspirent. Mais évidemment, là, on peut résumer cette ambivalence, je ne rentre pas encore dans les positions de la France insoumise, autour des thèmes classiques pour la gauche, savoir révolution, réforme, voire gestion, parce qu'il existe désormais une gauche gestionnaire, qui n'est pas tout à fait la mienne, mais évidemment, si vous avez l'intention de faire la révolution, je le disais tout à l'heure, vous vous demandez face à quelle institution vous allez devoir renverser, et il est bien évident que l'institution militaire en fait partie, que si vous devez renverser une institution militaire, vous avez intérêt à vous doter de fusils pour le faire, que si vous avez un rapport plutôt réformiste, c'est probablement que vous avez tiré la conclusion, et là pour le coup je m'y retrouve, que face à une armée, vous serez rarement assez bien armé pour aller au bout du processus, et par exemple Pepe Mujica est mort hier, on a annoncé la mort de Pepe Mujica. Lui, il a lancé la guérilla Tupamaro en Uruguay. Évidemment, enfin je ne sais pas si c'est évident, mais la conclusion que les insoumis ont pu tirer des expériences latino-américaines de guérilla dans les années 70, c'est que d'une certaine façon, en face, si vous choisissez le terrain de la force, c'est pas vous qui choisissez forcément le terrain de la force, mais qu'en face, ils sont toujours beaucoup mieux équipés que vous pour garder le pouvoir, et que même si moralement ça ne vous posait pas de problème d'aller tuer vos adversaires ou vos ennemis, ce qui est loin d'être aussi aisé que ça, il est probable que ce soit voué à l'échec. Et donc, je parlais de Pamaros, Maxime parlait du Chili, évidemment, on est dans des problématiques assez semblables, les guérillas guévaristes, voilà, 67 en Bolivie, etc. etc. Donc on finit aussi par tirer des conclusions que la méthode n'est peut-être pas la bonne, même si on veut révolutionner la société. Donc en général, la conclusion du réformiste, c'est plutôt qu'il va falloir trouver d'autres voies, donc d'une certaine façon s'accommoder de l'institution telle qu'elle existe, et trouver les voies pour la transformer. Là, on entre plus dans des considérations contemporaines, et donc je rends compte. Ouais, je reprends, merci beaucoup pour vos deux prises de parole. Il y a un acteur qu'on n'a pas forcément abordé, c'est celui du syndicat et de la politisation du soldat en tant que soldat à l'intérieur de l'institution, au-delà de la dichotomie armée de métier contingent. J'ai découvert en préparant cette conférence une histoire de la tentative plutôt de syndiquer, syndiquer les militaires. Maxime, tu as un peu travaillé dessus, ça peut être intéressant de remettre aussi cette possibilité-là, au-delà de la confrontation plus ou moins directe qu'on a un peu ébauchée avant. Alors, tu évoquais dans ton introduction l'Armée nouvelle de Jean Jaurès, donc c'est un ouvrage qui a été écrit, en tout cas publié en 1911, et le grand objectif, pour résumer l'Armée nouvelle de Jean Jaurès, c'est démocratiser, avoir une armée démocratique, et de considérer que l'armée n'est pas uniquement un outil technique pour faire la guerre, mais que c'est aussi une institution politique et sociale. Et avec tout ce qu'on vient de dire, je pense que
c'est clair maintenant. Et cette démocratisation est passée par plusieurs éléments. D'abord, un principe de base, mais qui n'est pas que jurésien, c'est-à-dire la soumission des militaires aux civils. De Gaulle dit la même chose, hein, c'est quelque chose qui est très partagé, mais Jaurès l'écrit dans le contexte justement post-affaire Dreyfus. Ensuite, c'était la réforme du corps des officiers, puisque c'est eux qui tiennent l'armée. Alors, il avait des propositions très audacieuses aujourd'hui qui sont même atypiques, puisqu'il proposait de supprimer les grandes écoles militaires et de faire en sorte que les officiers soient formés à l'université. C'est comme si on mettait tous les officiers de Saint-Cyr qui sont aujourd'hui dans une commune qui s'appelle Guerre en Bretagne, qu'on mettait tous à Rennes 2. Donc c'était une rencontre sans doute surprenante si ça a été fait. Il souhaitait aussi surtout créer les conditions d'un débat public. Il estimait que les militaires devaient participer de ce débat, qu'ils ne restent pas isolés dans leur milieu. Et l'une des propositions, alors c'est pas forcément Jaurès, mais c'est plus tard l'âge d'or de l'idée de syndicalisation des militaires. En fait, c'est à nouveau dans les années 70, avec l'émergence alors ce qu'on appelait plus tard la deuxième gauche, mais une gauche plus libertaire, très inspirée par la démocratie chrétienne, mais plutôt par des chrétiens de gauche, etc., qui, notamment la CFDT, ont commencé à se saisir de cette question et estimer qu'à partir du moment d'abord où vous aviez des appelés du contingent qui étaient là de façon temporaire, qui venaient du monde civil et qui allaient y retourner, que ceux-ci devaient avoir le droit, dans la caserne, d'exprimer des opinions politiques, d'avoir le droit d'être syndiqués et aussi de faire des revendications par rapport aux problèmes qu'ils pouvaient connaître pendant leur temps sous les drapeaux. Et donc l'une des premières propositions de l'époque, c'était de dire laissons les appelés du contingent être syndiqués et faire de la politique. Deuxième chose, ensuite, ils ont commencé à réfléchir à l'idée, mais qui est complètement subversive, de donner la possibilité aux militaires de se syndiquer. Donc d'aller sur un terrain plus politique, ce qui évidemment va à l'encontre d'un tabou ultime, c'est-à-dire des militaires qui commenceraient à poser des questions plus larges que les seules questions techniques à laquelle ils sont astreints. Ça a été très très loin, et ça s'est très mal passé. Très très mal passé, et ceci c'est une histoire que j'essaie de défricher dans ma thèse, parce que d'abord ça allait complètement à l'opposé de l'éthos militaire, qui ne pouvait pas concevoir de rompre la logique verticale pour une plus grande horizontalité. Et donc vous avez eu à ce moment-là un instrument du pouvoir qui a disparu depuis 1981, qui s'appelle la Cour de sûreté de l'État, qui avait été mise en place pendant la guerre d'Algérie, me semble-t-il, et qui était une cour d'exception. On retrouve encore l'exception, qui a été comment dire, pas convoquée, je ne trouve pas le mot, mais qui a été mobilisée par le gouvernement de l'époque, qui était celui de Jacques Chirac, qui était Premier ministre à l'époque, et qui a déclenché des perquisitions, des dizaines et dizaines de perquisitions dans des syndicats, des partis partout en France. Il y a eu 500 officiers de police d'un jour qui ont débarqué partout et qui ont commencé à arrêter tous ceux qui participaient à ce travail de syndicalisation dans l'armée. C'était très loin, les gens ont été pendant des mois et des mois en prison, tout ça est complètement oublié aujourd'hui. C'est pour vous dire que là, l'État et l'armée savent agir et réprimer quand il le faut, quand on touche à des choses très sensibles. La CFDT, moi j'ai vraiment consulté les conseils de l'époque, toutes les archives, complètement bifurqué et n'a plus jamais voulu parler de ça parce qu'ils ont été absolument mortifiés. Depuis lors, en fait, cette question de la syndicalisation, elle revient à des moments, je dirais, de tensions très fortes, essentiellement pour des problèmes qui sont ceux de la vie, de la condition militaire, parce que c'est vrai que les militaires, quand ils ne peuvent pas s'exprimer, ont du mal à pouvoir faire remonter les problèmes. Il y a des canaux, mais ils sont quand même assez limités. Souvent, c'est leurs femmes, en fait, leurs épouses qui parlent à leur place. Mais parfois, voilà, quand il y a des moments de ras-le-bol un peu forts, ils disent si ça continue comme ça, on va se syndiquer. Mais les choses n'ont jamais été beaucoup plus loin que dans les années 70. Merci. On ajoute un. Oui, sur la syndicalisation, deux petites choses. Je reviens à la Première Guerre mondiale, quand même pour préciser que la conduite de la guerre a quand même largement été parlementaire pendant la Première Guerre mondiale. C'est un aspect important à avoir à l'esprit parce que aujourd'hui on est en 5e République, on aura l'occasion de revenir dessus, mais enfin on est dans une situation où l'exécutif a entièrement la main sur ces sujets-là. Or la Première Guerre mondiale a quand même montré qu'il était possible d'avoir au sein du Parlement une action, une association très très forte aux décisions qui ont pu être prises. Alors en l'occurrence c'était via des comités secrets, mais c'était bien des parlementaires qui délibéraient, qui travaillaient ensemble.
Ça a un lien évidemment avec la question des conditions des personnels, comme on dit aujourd'hui dans le vocable moderne, puisque dans un premier temps, quand même, de la Première Guerre mondiale, il y a eu énormément de fusillés pour l'exemple. C'est un texte, c'est mon collègue Bastien Lachaud qui a fait voter un texte de réhabilitation intégrale des fusillés pour l'exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que au début de la première... En fait, on pense souvent, quand on évoque ce cas pas très bien connu des fusillés pour l'exemple, la plupart des gens imaginent qu'on parle de gens qui ont été fusillés dans les mutineries de 1917. Ce ne sont pas des mutins de 1917. Le plus souvent, la plus grande part des fusillés pour l'exemple sont des personnes qui ont été fusillées au début de la guerre. Dans un moment où il y avait assez peu de contrôle, précisément, où les choses étaient peu rodées, et où le politique s'est dessaisi et a laissé entièrement beaucoup plus la main aux militaires. Et en fait, on a même eu des gens qui ont été fusillés, qui n'étaient même pas des gens qui refusaient d'aller au combat. En général, quand ils ont refusé, c'est que c'était dans des situations de stress post-traumatique. Le corps répondait pas, enfin, je ne rentre pas dans le détail. Mais, et ça, c'est un fait intéressant de voir qu'il y avait bien une dialectique possible qui s'est enclenchée même dans la Première Guerre mondiale entre le rapport entre autorité politique et autorité militaire. Et donc, quand les politiques ont renoncé à leurs prérogatives, ils l'ont fait en toute conscience en disant « Ah bah c'est vous les militaires, faites ». Et ça a produit donc des effets assez désastreux, et sur la conduite des opérations, et sur le sort réservé aux soldats. Pour ce qui est de la syndicalisation stricto sensu, la question qui se pose, évidemment, dès lors que la gauche a été quand même largement imprégnée de marxisme au XXe siècle, c'était pas le cas au XIXe évidemment, mais la question qui se pose, c'est celle de la place de la lutte des classes. Et évidemment, est-ce que vous considérez que la lutte des classes traverse l'institution militaire? Est-ce que vous considérez que l'armée est entièrement un instrument au service de la classe dominante? Voilà, vous êtes obligé, pour vous positionner sur ces sujets, de raffiner et de vous poser des questions un petit peu précises. Bon, pour commencer à déflorer le sujet sur le contemporain, aujourd'hui, il serait totalement aberrant, à mon avis, de dire que on a affaire uniquement à des soldats qui seraient des représentants ou armés de la classe dominante. Puisque le plus gros des troupes, c'est des gens issus de milieux populaires, très populaires. Donc, imaginez que ce seraient des acteurs totalement démunis de capacité à comprendre ce qu'on leur dit, etc., ce serait sans doute inexact. Donc, la question des droits, elle va se poser aussi face maintenant à certains aux droits du travail du point de vue des directives européennes. Et puis il y a eu d'énormes progrès en réalité qui ont été faits. Il y a des instances représentatives, il n'y a pas de syndicat en tant que tel, mais il y a des instances représentatives. Et nous, Insoumis, on a fait une proposition depuis quelques années, mais qu'on a refaite en 2022, on l'a inscrit dans le programme, et en 2023 dans les débats sur la loi de programmation militaire. On a proposé, nous, de créer une instance parlementaire qu'on a appelée Ombudsman. Vous n'êtes pas obligé d'apprécier le mot, je le déteste parce que je n'arrive jamais à le prononcer, mais qui est en fait une espèce de médiateur pour que les droits des militaires soient directement défendus par les parlementaires. Parce que, évidemment, comme vous êtes dans une institution où la hiérarchie a une certaine importance, on peut discuter de la pertinence, mais enfin, pour l'instant c'est le cas, eh bien, vous avez toujours évidemment la possibilité, vous êtes dans une situation où quand vous n'avez pas eu votre promotion, quand vous avez été carrément victime de votre supérieur ou de votre collègue, dans un cas de harcèlement, de viol, ou de choses évidemment beaucoup plus graves que simplement j'ai pas été bien noté, vous avez tous les mécanismes de l'institution totale qui se referment sur vous. Et si vous n'avez pas... Et nous, on pense qu'il devrait plutôt y avoir la possibilité de passer directement à l'autorité civile, qui est donc bien supérieure à l'autorité militaire, et que chacun, dans ces cas-là, prenne ses responsabilités, qu'il y ait ce corps, d'une certaine façon, ou en tout cas ce groupe de parlementaires, qui aurait pour responsabilité de s'assurer du bon état, du respect des droits
des militaires. Donc malheureusement cette décision n'a pas été, cette proposition n'a toujours pas été adoptée. On finira par la mettre en œuvre, j'en suis sûr. Ça existe déjà dans certaines armées, notamment scandinaves, qui ne sont pas des petites armées, hein, j'en profite pour le dire, parce que parfois on n'est pas au courant, mais l'armée suédoise par exemple, c'est pas une petite armée, hein, c'est une vraie armée. Ils font pas la guerre n'importe où, mais en tout cas c'est une vraie armée. Et puis, pour préciser aussi que, comme ça, juste pour la réflexion, il y a certains corps de fonctionnaires qui ont des syndicats, et l'enfer étant pavé de bonnes intentions, on peut se poser la question de si c'était une si bonne idée de confier, de donner la possibilité à la police d'avoir des syndicats par exemple. Voyez la dynamique que ça produit quand vous êtes policier, d'avoir des syndicats. C'est une question que j'ouvre, mais il n'est pas certain que la dynamique d'élection, de revendication au nom de l'institution, ce soit forcément une bonne idée. Comme je vous le disais, la première question c'est est-ce que c'est traversé par la lutte des classes et comment ça se traduit? Si ça se traduit par le renforcement de la logique de l'institution, alors que vous avez, vous, comme projet politique, de lisser, si vous me passez l'expression, ces logiques, vous retrouvez en fait avec des syndicats comme Alliance, qui est un syndicat factieux, etc. Donc je ne suis pas sûr d'avoir envie de faire cette expérience-là dans les armes. Merci. Donc vous l'avez vu, on rejoint le présent. On voulait aussi, à ce moment-là de la conférence, ajouter quand même et reprendre un peu de la hauteur sur la situation générale mondiale et écologique. Et je pense qu'on peut illustrer, en tout cas je le soumets à la réflexion, que le modèle d'armée, en tout cas là où l'armée française réfléchit sa projection aujourd'hui, a des causes matérielles et écologiques. C'est-à-dire que jusque dans les années 2000 et 2010, on était dans un modèle d'armée expéditionnaire pour aller sécuriser historiquement des zones d'influence française en Afrique, et que ce modèle-là a été relancé une dernière fois par François Hollande et c'est terminé très récemment et pas de la meilleure des façons. Ce qu'on voit, c'est que à ce niveau-là, on a eu déclenchement donc d'un conflit de haute intensité en Ukraine par l'armée russe, et que concomitamment, donc on a à la fois la fermeture de la période expéditionnaire de l'armée française contemporaine et l'ouverture d'une nouvelle période. Qui est celle de la préparation à la guerre dite de haute intensité, c'est-à-dire avec une armée face à une armée conventionnelle, solide, et pas des groupes djihadistes épars et invisibles, ce qui n'est pas du tout la même dynamique et les mêmes moyens qu'il faut mobiliser. Dans le même temps, on voit que la crise écologique s'accentue, la crise économique, notre modèle de production également, et on voit aussi cette tentation de relancer l'économie par l'industrie de défense et par la montée à la guerre. Historiquement, les périodes de guerre ont été souvent précédemment poussées, en tout cas accélérées par une crise économique dont il fallait bien trouver une issue et où la question de la guerre en est pour certains une. Donc ce qui est nouveau quand même avec la période actuelle, c'est qu'on prend conscience de la finitude des ressources. Donc on n'est pas seulement dans une crise, on va dire, un peu comme ça peut arriver historiquement dans l'âge du capitalisme. Non, là on est dans une crise qui a des racines écologiques sur la finitude des ressources. Et ce que ça crée, c'est que ça accélère en fait en partie la compétition entre les puissances pour justement sécuriser, s'assurer le contrôle des ressources finissantes. Et cette crise écologique pressure les gouvernements par les catastrophes naturelles, des mobilisations sociales contre une mauvaise gestion des communs, etc., etc. Donc on a un peu cette situation explosive aujourd'hui, franchement, à l'échelle mondiale. Donc moi, la question que j'avais envie de poser, c'est d'un côté, on a donc le consensus de la défense nationale qui pourrait être celui de sécuriser les populations. Donc de les mettre en sûreté, et notamment en sûreté écologique, pourquoi pas, en étant par exemple bien plus présents face aux catastrophes naturelles, face à des missions importantes qu'il s'agirait de mettre en place en France pour affronter la crise écologique. D'un côté, ça pourrait être ça aussi, la défense nationale, mais ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la défense nationale, c'est celle plutôt de la poursuite de la consommation de ressources, donc de la protection et de la défense des flux de la mondialisation, parce que sans cela, on affaiblirait l'économie française, in fine les armées, et donc on a en fait une situation un peu paradoxale où on a des armées françaises qui sont globalement mobilisées pour
défendre, ce qui met en danger en partie la population française. Donc voilà, que faire de l'écologie quand on pense les questions militaires et qu'on veut à la fois réduire la consommation de ressources au niveau global, mais aussi au niveau français. Et pour lancer la discussion sur l'état de ces réflexions au sein de l'institution militaire, il y a une stratégie climat et défense, il y a une stratégie énergétique de défense, donc les questions, on va dire, matérielles sont... On voit le lancement, on va dire, de réflexion à ce niveau-là. Ça existe. Tous les ministères des armées ne le font pas. Donc ça, c'est quand même un point... en gros, cette question commence à être en gestation. Et dans le même temps, on voit le conflit de haute intensité et qui écrase, en fait, ces réflexions, on va dire, un peu ouvertes sur à quoi va ressembler le monde dans 20-30 ans et que vont être les armées. Justement, elles sont écrasées dans le début de ces réflexions qu'elles pouvaient mener il y a quelque temps dans une préparation à quelque chose de potentiellement très difficile. Donc voilà, moi je voulais lancer un peu ça à la discussion et peut-être pour vous, Aurélien, comment vous, au niveau de la programmation et notamment de la contre-LPM de la France Insoumise, vous avez essayé de penser cette défense nationale à l'aune de la question écologique? Comment vous avez réussi à concilier ça? Est-ce que vous avez réussi? Bien sûr. Bien sûr, on a tout fait parfaitement, c'était incroyable. Blague à part. Le sujet effectivement commence à frémir depuis quelques années au sein du ministère. Il y a une conscience qui émerge sur ce sujet pour plusieurs raisons. Peut-être que ça peut être intéressant de vous souligner qu'une des raisons quand même pour en tout cas les chefs militaires, je ne parle pas des dirigeants politiques, chaque fois qu'on parle du ministère c'est un peu délicat parce qu'il y a les autorités politiques, le ministre actuel, l'exécutif, et puis il y a quand même en dessous des officiers généraux qui eux-mêmes réfléchissent, font des propositions, voient émerger des sujets, etc. Et donc c'est toujours un petit peu délicat d'imputer à l'un ou à l'autre des avancées ou des reculs. En l'occurrence, une des choses qui préoccupe énormément les officiers, c'est de voir qu'il y a une génération, et vous êtes jeunes ici dans la salle, enfin je crois, et qui elle, se saisit de ces sujets-là. Et moi j'ai entendu très souvent des officiers dire non mais de toute façon si on n'en parle pas, on n'arrivera pas à recruter. Donc c'est l'une des principales préoccupations et un des principaux motifs pour lesquels les officiers généraux s'en soucient. D'autres, j'ai entendu aussi quand même, je suis obligé de le dire, d'autres qui sont quand même très préoccupés de voir quelque chose comme de l'écoterrorisme. C'est pas forcément le mot qu'ils emploient, mais ils ont quand même quelque chose qui les inquiète un petit peu quand ils voient Sainte-Soline ou des choses comme ça. Ils disent quand même, ils vont loin, etc. Bon, c'est des éléments d'ambiance. Sur le fond, je crois que ce qui caractérise la période, ça a été bien dit, c'est que oui, on est face à la finitude des ressources, une conscience de plus en plus aiguë de la chose, et que vous n'avez pas 36 solutions pour y réagir. Soit vous décidez d'être le plus gros des prédateurs, soit vous décidez d'organiser autre chose. Donc il y a deux mots qui caractérisent du point de vue géopolitique, je pense, la période. Un, c'est compétition, mais bon, en réalité, elle est consubstantielle au capitalisme. Hein. C'est ce qui fait dire à Jaurès que voilà, le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Nous, on s'est jamais décollé de cette conviction-là. Donc, on est anticapitaliste, et donc, dans le jeu des relations internationales, si on peut dire le jeu, on voit que la place laissée à la compétition est de plus en plus importante, et nous, notre projet politique vise à réorienter l'ensemble des relations internationales. On ne fait pas les choses à moitié, on a l'intention de changer la France, mais on a l'intention de changer le monde, et donc on veut proposer à l'ensemble des États de réduire la part ou le domaine de la compétition pour y substituer la coopération. Il n'y a pas d'autre solution rationnelle. Ça ne veut pas dire que les autres vont accepter, mais ça veut dire qu'on pense que c'est ce qu'il y a de plus rationnel à faire, et que comme on est réellement universaliste, on pense qu'ils ont entre les deux oreilles, chacun de nos interlocuteurs, quelque chose qu'on appelle un cerveau, et qu'ils vont aboutir, par l'ordre des raisons, à la même conclusion que probablement, soit ils veulent être le plus gros dans la cour de récré, et éventuellement, dans ces cas-là, anéantir les autres,
mais c'est pas l'option qu'on imagine préférée par l'essentiel de nos interlocuteurs, et on pense qu'on peut enclencher une dynamique autour justement des biens communs, l'océan, le climat, etc., les forêts, d'après lesquelles on réduirait le domaine de la compétition. Ça se fera pas en claquant des doigts. Et tout le monde ne le voudra pas. Et évidemment, on peut penser que les plus gros vont avoir tendance à abuser de leur position dominante, si on peut dire, le plus longtemps possible. Bon, ça fait partie des défis et des questions. La deuxième question est, enfin, corollairement, si on pense que tout le monde n'est pas susceptible d'accepter tout de suite, il est clair qu'on risque de devenir la cible du caïd de la cour de récré. Je l'ai présenté comme ça, c'est pas en réalité très drôle, mais c'est ce qui se passe quand vous voyez un Trump qui se comporte comme un mafieux en disant je vais vous faire une offre que vous ne pouvez pas refuser, vous allez me laisser 5 milliards de minerais, et puis moi je consentirai à faire en sorte que vous ne soyez pas complètement envahi jusqu'au bout, ou en tout cas pas tout de suite, etc. Donc la question pour n'importe quelle force qui gouverne, à mon avis, c'est de savoir est-ce que arrivé aux responsabilités, on est en état de préserver la souveraineté, c'est-à-dire l'autre mot de la démocratie, la capacité pour notre peuple à définir lui-même ses orientations, ses choix, et à ne pas subir la situation. Et donc c'est la raison pour laquelle on a une politique qui n'est pas du tout antimilitariste, ou un projet qui n'est pas du tout antimilitariste, mais un projet qui est, on pourrait dire d'une certaine façon, raisonnablement militariste, qui essaye de trouver un format d'armée qui garantit à la fois la souveraineté, la possibilité de ne pas se faire malmener par d'autres, mais en même temps avec un privilège, une volonté farouche dans l'ensemble des choix politiques internationaux de faire prévaloir le droit international, la négociation, la paix, la coopération. Et alors, concrètement, comment ça peut se traduire ? Ça se traduit par des offres, justement, d'une certaine façon, de services. On avait inscrit dans le programme de Jean-Luc Mélenchon en 2022, et ça figure toujours, l'idée de renforcer l'ONU, notamment en mettant sur pied une force qu'on pourrait appeler de casque vert, puisque aujourd'hui, face à la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, etc., vous avez de nombreux États qui sont déstabilisés, qui ne sont pas en mesure de faire face. La France, en réalité, n'a pas été en mesure de faire face à Chido, on peut se le dire, à Mayotte. Donc, promouvoir la logique de coopération autour des besoins, en réalité, on transpose à l'international des logiques qu'on promeut aussi sur la politique intérieure. On considère que si on veut pas être comme des hamsters dans une roue, il faut d'abord se concentrer sur la satisfaction des besoins, et après on posera la question du superficiel. Évidemment, ça implique une délibération démocratique renforcée, parce que qui va décider de ce que vous avez besoin si ce n'est vous-même ? Voilà, je reboucle la totalité du programme, j'espère que je ne suis pas trop allusif, mais du coup, on a cette possibilité d'aller voir les uns et les autres à l'international en disant écoutez, vous êtes dans une situation où vraisemblablement vous aurez besoin de faire face et vous n'y arriverez pas tout seul. Eh bien, peut-être qu'au lieu de rentrer, vous aussi, dans des logiques de compétition sur des ressources, vous feriez bien d'adhérer à des logiques de coopération, et on pourrait le faire dès à présent dans le bassin méditerranéen sur les questions d'incendie, d'inondation. Ça pourrait être un lieu privilégié pour mettre en œuvre ce genre de coopération, si à l'ONU on n'y arrivait pas. Mais il y a aussi des précédents qui existent. Un qui n'est pas du tout connu et que j'aime bien citer, qui est une agence de l'ONU qui s'appelle UNOSAT, et que vous connaissez sûrement pas, parce qu'on n'en fait pas la pub, et pourtant c'était une idée française, c'est une proposition française, ça a été mis en œuvre par la France, et ensuite, aujourd'hui le siège est en Suisse, mais c'est les moyens français qui ont permis de le mettre en œuvre. Aujourd'hui, quand un État, par exemple Haïti, fait face à un tremblement de terre totalement destructeur, il n'a pas d'imagerie satellite. Et pour acheminer du secours, pour essayer de sauver des personnes, vous avez besoin de ce genre d'imagerie le plus vite possible. Eh bien, vous avez une agence de l'ONU, donc UNOSAT, qui demande quasiment sur un simple clic, si vous allez sur le site d'UNOSAT, en tout cas moi je l'ai fait il y a quelques années, c'est incroyable parce que évidemment c'est fait pour que ce soit le plus ergonomique et le plus simple possible, pour que des États qui ne sont pas forcément hyper dotés de moyens, de ressources informatiques et qui fait face à une crise, puissent simplement envoyer une petite demande et qu'ils aient de l'imagerie le plus vite possible. Donc cette organisation-là, elle existe. On met à disposition au niveau de l'ONU de l'imagerie satellite. Personne ne sait que ça existe, sauf éventuellement quelques États qui en ont fait la demande.
etc. Donc on pourrait faire ce genre de choses. On pourrait aussi, dans ce domaine de l'imagerie satellite, on pourrait combiner avec d'autres missions qui existent déjà, par exemple en faisant, on n'est plus exactement dans le domaine de la défense, mais on pourrait croiser les missions de l'OMS et les missions du NOSAT, par exemple en faisant de la prévention d'épidémies, parce que si vous suivez très bien la météo sur une zone, vous pouvez savoir qu'un moustique va se répandre sur une zone et pas sur une autre, et donc vous pouvez avoir une politique de prévention ou de vaccination extrêmement ciblée, efficace, inventive, etc. Bon, je donne ces exemples de coopération pour montrer que c'est possible et que ce qu'on appelle le Sud global maintenant, de façon peut-être un peu abusive, tout le monde comprend que c'est intéressant de le faire et qu'on n'est pas obligé de se cacher en disant ah mais c'est par charité, on a l'intention comme ça de sauver, comme des white saviors comme on dit, ah on va sauver l'Afrique, on va sauver... Non, on va sauver personne. On a l'intention de recréer un ordre dans lequel la vie est possible, utile, enfin pas utile, mais on peut faire des choses utiles, et c'est utile à tout le monde. Si on joue carte sur table, on mène une diplomatie qui joue transparent les intérêts des uns et des autres, on pense qu'on peut y arriver. Alors, dans le domaine spécifiquement militaire, ça implique donc d'autre part d'imaginer que les autres ne sont pas toujours vertueux, pas toujours disposés à la coopération, et là, effectivement, il faut tirer des conclusions. Juste parmi les événements ou les points d'alerte, il faut se rendre compte que le réchauffement climatique atteindra des niveaux tels qu'à horizon 2050, dans un endroit qui est déjà particulièrement chaud dans tous les sens du terme, entre le Pakistan et l'Inde, vous avez une zone d'1 milliard de personnes qui, en 2050, rencontrera des températures de 50 degrés sans difficulté. Et donc ne sera vraisemblablement plus vraiment habitable. À même horizon, à peu près, vous aurez des problèmes d'habitabilité de la région de la Guyane. Donc on envoie des satellites depuis la Guyane. En 2050, je ne suis pas tout à fait certain qu'on soit capable de le faire. Bon, évidemment, c'est des problèmes qui se posent pour les armées. Les Américains ont lancé des programmes aussi d'audit de leur propre structure pour voir à quel point ils étaient vulnérables. Je sais qu'il y a une grande base, je crois que c'est en Arizona, je peux me tromper, qui est déjà inondée une fois tous les 3 ans, et donc ils se sont dit ah, on a un gros problème là parce que c'est une base où il y a des avions qui portent des missiles atomiques, etc., nucléaires. Donc évidemment, vous avez tout ce problème de mise à jour des infrastructures déjà existantes. Et puis, du matériel, stricto sensu. Et alors, nous, on avait résumé le problème dans le cadre de la loi de programmation militaire en disant vous ne pouvez pas imaginer que les chars d'assaut seront les derniers à bénéficier de la dernière goutte, du dernier litre de pétrole au monde. Et si vous n'envisagez pas dès maintenant de construire une armée de l'après-pétrole, eh ben peut-être que vous aurez un réveil pénible le jour où vous en auriez éventuellement besoin. Donc on avait lancé cette espèce de slogan de dire construire l'armée de l'après-pétrole. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas voté la loi de programmation militaire, une des raisons très fortes, parce qu'on nous a répondu que c'était pas le moment, que c'était pas pertinent, mais il faut se rendre compte que quand on investit aujourd'hui dans les 5 prochaines années, en général, c'est pour des objets, des chars, des bateaux, des choses comme ça, qui apparaîtront, qui seront réels dans 20, 25, 30 ans et qui auront eux-mêmes une durée de vie de 40 ans. Donc on est à horizon 2080. Donc moi j'avais expliqué les raisons pour lesquelles on ne votait pas, en disant si vous voulez quand même réfléchir à une programmation militaire, donc un budget pluriannuel des armées, il faut vous projeter à cet horizon temporel, et que le plus simple pour y réfléchir ou pour se donner une idée des transformations que le monde va connaître, c'est peut-être au moins de jeter un petit coup d'œil 20 ans en arrière. Et donc j'avais suggéré, on était en 2023, de regarder un petit peu la presse de 2003, et dans la presse de 2003 par exemple, j'avais trouvé un article de Libération qui disait, qui commençait à peine à ébaucher l'idée que c'était pas une bonne idée de tout délocaliser en Chine. On était en 2003, je pensais qu'en 2003, dans un journal de gauche, avec toutes les réserves qu'on peut avoir, cette idée-là était une banalité. C'était pas du tout une banalité. Qu'en 2003, pour ceux qui s'en rappellent, les modems grésillaient. Hein, ça faisait avant de se connecter, et c'était pas sur téléphone, etc. Donc, c'est dans un monde comme celui-là. Non, mais je crois que c'est moi qui appuie sur le bouton sans le vouloir. Et donc c'est dans un monde qui sera au moins aussi transformé que l'est le monde de 2023 par rapport à 2003.
ce slogan-là qu'on avait essayé de porter quand même, d'imaginer l'après-pétrole, mais effectivement, en fait, je me suis perdu dans mon illustration parce que je voulais évoquer deux mots. Il y avait deux notions qui étaient centrales, qui étaient donc la compétition et qui avaient pour corollaire, dans le domaine militaire, l'escalade. Voilà, je vais pas trop m'attarder sur la notion d'escalade, et vous voyez bien de quoi il est question aujourd'hui. Si vous êtes dans une logique de compétition, soit vous rentrez dans la coopération, soit vous rentrez dans l'escalade. Pour l'instant, le choix est fait de plutôt l'escalade. Ça me permet quand même de dire que, évidemment, pour de très nombreux acteurs aujourd'hui, ce choix-là est logique parce qu'il permet de faire beaucoup d'argent, que c'est très rentable, de faire des objets qui rapporteront de l'argent, qui ont une forte valeur ajoutée, dont on espère qu'ils ne seront peut-être pas forcément utilisés, mais de toute façon, encore mieux, on ne verra pas qu'ils sont défaillants, qu'ils ne sont pas très efficaces, qu'ils ne sont pas très pertinents, mais ils auront quand même rempli leur mission, ils auront permis de rapporter énormément d'argent. Donc un des éléments qui rend indispensable, une des raisons ou une des propositions indispensables à mettre en œuvre si on veut avoir un rapport, disons, écologiste aux questions militaires, c'est évidemment la nationalisation des industries de défense, parce que si vous êtes dans une logique marchande, eh bien, d'abord, ça pose un problème parce que vous êtes dans une logique de prolifération, parce que vous recherchez des marchés, et donc, il ne se voit pas dans l'histoire du monde que quand on se procure des armes, on ne finisse pas un jour par les utiliser, et puis parce que, évidemment, la production même de ces armes est liée à une recherche de valeur ajoutée maximale qui n'est pas en rapport nécessairement avec les nécessités de la guerre qu'on anticipe. Voilà, pour le dire rapidement, aujourd'hui, rapidement c'est une façon de parler, mais pour vous le dire très brièvement, aujourd'hui les industriels visent des pays, des prospects qui sont solvables, c'est-à-dire les monarchies du Golfe, l'Inde aussi, mais c'est un cas particulier, les monarchies du Golfe, et comme les monarchies du Golfe n'ont en réalité pas pour objectif d'avoir une armée massive, etc., elles achètent en grande partie la complaisance des États, et pour ça, elles sont prêtes à acheter des choses qui sont normalement pas compatibles entre elles, ou en tout cas, si vous achetez des avions de chasse aux États-Unis, il n'y a a priori pas besoin d'acheter des avions de chasse à la France. Ils font la même chose, donc les systèmes sont relativement compatibles, etc. Vous voyez bizarrement que l'Arabie Saoudite achète des Rafales à la France, achète des F-35 aux États-Unis. C'est pas parce qu'ils anticipent qu'ils vont faire la guerre et que l'un n'est pas capable de livrer, etc. C'est pas vrai. Ils achètent juste la possibilité, la complaisance de tel et tel État, parce que évidemment il y a beaucoup d'argent. Et donc ceux qui produisent ce matériel-là savent très bien qu'en face, le prospect en question, il n'a pas de limite sur ce qu'il est prêt à acheter. La vraie question pour lui, c'est pas vraiment le montant. Moi, je suis député de Montrouge, donc c'est la ville de Coluche. En général, je donne toujours la plaque de Coluche, qui est de dire l'émir, quand il met le doigt dans la porte, il dit vite, va m'acheter une clinique. Donc là, quand ils mettent le doigt dans la porte sur les questions militaires, on dit non mais donnez-moi le plus cher, c'est pas grave. Sauf que quand vous avez un industriel qui développe le plus cher, c'est pas nécessairement le plus nécessaire ou le plus utile pour la France. Et donc vous avez ce genre de problèmes aussi qui vont se poser. Voilà, je crois que j'ai été presque exhaustif, ou en tout cas suffisamment casse-pied pour rendre le micro. Oui, par rapport à ça, la question qu'on peut se poser, c'est que font les armées, quelle attitude peuvent-elles avoir? Pendant longtemps, ça a été un impensé. C'est-à-dire que dans les années 70, vous aviez un environnement qui n'était pas pensé du point de vue du droit international. Il a commencé à avoir une prise de conscience avec la guerre du Vietnam, avec l'utilisation de bombes incendiaires, le napalm, l'agent orange. Si vous avez envie de prolonger cette réflexion, je vous conseille le livre d'un politiste qui s'appelle Adrien Estève, qui a publié aux Presses universitaires de France sa thèse, qu'il avait soutenue à Sciences Po, qui s'appelle Guerre et écologie. On est vraiment plein dans le sujet. Et ce que dit Adrien, c'est qu'il y a plusieurs grandes attitudes possibles pour les armées. Je vais vous les citer parce qu'il me semble intéressant pour le cas français. La première attitude, c'est la maîtrise du dérèglement climatique. La deuxième, c'est l'atténuation. Et la troisième, c'est l'adaptation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, la maîtrise du climat, c'est l'idée qu'il y a comme une source d'espérance, qu'il y a une foi infaillible en la technologie, et que finalement, on peut trouver des solutions, par exemple, grâce à ce qu'on appelle l'ingénierie climatique. Donc, on est plutôt sur une option technophile avec la maîtrise. La deuxième attitude possible, c'est celle de l'atténuation. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a un futur menaçant qui se profile,
et qu'il faut donc réduire les émissions carbonées, et les organisations de défense doivent s'organiser en fonction de ça. Et puis enfin, après la maîtrise de l'atténuation, il y a aussi la possibilité d'une attitude d'adaptation, c'est-à-dire prendre en compte que le futur est menaçant, effectivement, mais d'anticiper les risques climatiques et d'organiser en fonction de cela. Ce que Adrien Estève explique, puisqu'il a vraiment passé beaucoup de temps à étudier le cas américain et le cas français, à partir d'une vaste documentation, c'est qu'on est passé d'une politique d'atténuation à une politique d'adaptation. Et ça, c'est un élément qui est important, parce que lorsqu'on est dans la logique de l'adaptation, pour les armées, c'est quelque chose qui est plutôt flatteur. C'est de dire, nous sommes un outil dans la gouvernance climatique pour répondre aux problèmes climatiques, et donc peut-être parfois, je vais le dire un peu directement, se défausser sur notre propre rôle dans le réchauffement climatique. Et l'une des sources de cela, moi je le vois dans mes recherches historiques, c'est encore une fois dans les années 70, lorsque vous avez commencé à avoir des grandes catastrophes naturelles. Alors il y avait la sécheresse de 76, vous avez des navires qui s'échouent, des pétroliers, etc. Et l'armée, justement, qui est cette armée très critiquée dont on a parlé tout au début, très critiquée par l'esprit de 68, etc., trouve un moyen, avec cette nouvelle mission qui est complètement différente de ce qu'elle avait pu faire en Indochine ou en Algérie, de redorer un peu son blason et de montrer son utilité sociale à travers cette lutte contre les catastrophes naturelles. Et donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, si on ramène ça à des sujets plus contemporains, c'est qu'en est-il pour l'armée présentement? Lorsque vous écoutez l'actuel chef d'état-major des armées, le général Burkhard, ou d'autres hauts responsables du commandement, tous disent oui, il faut une prise en charge de ces questions, il y a l'idée qu'il faut renforcer une écologie sécuritaire et que l'armée peut être une réponse. Pour autant, ce qui s'impose à chaque fois dans les arbitrages, parce que c'est ça qui compte à la fin, c'est que les armées veulent toujours aller dans une logique d'augmenter leur capacité technologique, donc ça rejoint ce que tu disais, et donc lorsqu'on regarde les grands programmes, Scorpion, Titan, on modernise les systèmes d'armes, mais avec des innovations qui sont extrêmement énergivores. Et donc le choix, à mon avis, il est de ce point de vue démontré. Le modèle du système de défense, d'investissement, le système productif est toujours tourné autour d'un modèle militaro-industriel. Et ça me permet de poser une dernière question avant de vous laisser la parole pour les questions du public, pour proposer, enfin ouvrir la réflexion sur ce que devrait ou pourrait être, c'est un peu mélangé, des forces militaires en France pour défendre une France en décroissance, en rupture par rapport au système économique mondial. La question que moi je projette à travers celle-là, c'est de savoir, vu qu'on part vers une organisation de la réduction de la consommation de ressources et globalement des flux de la mondialisation, desquels sont extrêmement dépendants l'industrie défense, parce que c'est une industrie non pas juste énergivore, mais aussi qui consomme une grande variété de composants rares, qu'on n'a vraiment pas du tout chez nous, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, se pose des questions sur une sorte de descente technologique à imaginer ou pas pour des forces armées françaises pour défendre justement un modèle en décroissance. Sauf que cette rupture politique que serait une France qui s'organiserait différemment n'aurait certainement pas que des alliés, voire même des adversaires convaincus. Et donc à ce moment-là, nous, on organise la descente technologique à la fois un peu de notre armée, globalement de notre économie potentiellement, pour se recentrer sur certains besoins essentiels. Et on se prend la pâtée du siècle, militairement parlant, par des armées très technologiques. Ce qui est du coup la justification de toujours le côté techno-push des armées et de l'industrie de défense en général pour suivre le mouvement, parce que sinon, c'est pas possible de gagner la guerre, on va dire. Donc voilà, la question c'est de savoir, dans ce contexte-là, est-ce que l'armée est à envisager seulement et uniquement d'un point de vue défensif, et donc auquel cas ça peut rejouer un peuple en armes qui défendrait son modèle différent, même avec des technologies potentiellement moins exigeantes en matériaux. À l'inverse, et d'ailleurs la question se prolonge sur la question du nucléaire et de la dissuasion nucléaire, qui est justement le moyen normalement de s'assurer que personne n'entrera jamais chez toi, sinon tu fais tout péter. Donc ça, voilà, c'est un premier sujet, et j'ouvrirai même la réflexion pour savoir si cette rupture écologique et décroissante de la France serait
laisserait envisageable une armée avec des capacités de projection à l'extérieur. Parce que là, on parlait du défensif, couvrir, défendre le territoire national, mais on peut aussi se poser la question que face à des adversaires climatiques qui continueraient à entretenir une industrie fossile, etc., à entretenir un système qui, même si nous, on aurait organisé le changement, pourrait nous nuire. Les émissions de gaz à effet de serre sont mondiales, le climat, la stabilité du climat est un problème mondial. Est-ce qu'on s'autoriserait des usages offensifs de forces armées? Et je conclurai là-dessus, avant de laisser la parole à mes intervenants pour essayer de tenter de répondre. Un bouquin assez connu dans la sphère écologiste, c'est Comment saboter un pipeline de Andreas Malm, vous connaissez sûrement, qui du coup théorise, c'est pas du tout un manuel pour saboter concrètement un pipeline, hein, mais qui théorise, on va dire, l'action directe pour, on va dire, désarmer l'industrie fossile. Est-ce que, au lieu de laisser ce champ d'action à des mouvements écologistes très radicaux, citoyens et faiblement dotés de moyens techniques, est-ce qu'on ne pourrait envisager, ou est-ce qu'on s'autoriserait à envisager que des moyens militaires, avec tout ce qui va avec, seraient utilisés pour saboter des pipelines? Je vais être affreusement conservateur. Je ne crois pas que des moyens militaires, s'ils étaient utilisés à cette fin, pourraient produire des résultats autres que écocides. J'ai pas l'impression que d'avoir saboté Nord Stream ait été une bonne nouvelle pour les poissons. Donc, honnêtement, je vais pas m'avancer, mais il me semble que de ce point de vue-là, du point de vue simplement du jugement écologiste sur ce sujet, je ne crois pas que ce soit très pertinent. D'un point de vue du droit international, qui devrait prévaloir à mon sens, c'est pas du tout pertinent, hein, ça s'appellerait tout simplement une agression, et c'est pas conforme à la Charte des Nations Unies, et on ne proposera pas, jamais, de faire quelque chose qui viole, contrevienne en tout cas, à la Charte des Nations Unies. Donc, bon, je vois le raisonnement, je vois pourquoi, mais il me semble pas que la coercition puisse être un moyen pertinent de mettre fin aux logiques de compétition et d'escalade dont je parlais tout à l'heure. Donc je suis un petit peu réservé là-dessus. Il y avait une deuxième question, une autre formule. Oui, alors sur le côté justement purement défensif et de dissuasion, effectivement, nous on fait des propositions, d'ailleurs je soupçonne que vous sympathisiez, mais le fait est que nous on considère que l'armée a pour mission de défendre le territoire, la population et les intérêts. Reste à savoir ce que sont les intérêts et où ils se trouvent. Mais prochainement, on a obtenu la création d'une mission d'information, par exemple, à la Commission de la Défense, dont je serai rapporteur, sur les dépendances des armées à l'égard d'autres États. Donc, c'est un sujet sur lequel il n'y aura pas de réponse simple. Ça ne pourra faire l'objet que d'arbitrage parce qu'on ne passera pas du jour au lendemain dans une situation d'autarcie. Ni d'ailleurs, on ne parviendra pas d'ailleurs, c'est pas un projet en soi l'autarcie. Les militaires, quand vous leur parlez d'indépendance, ou en tout cas certains, vous disent que eux ils classent, ils hiérarchisent les notions en disant bon, il y a l'autonomie et l'indépendance. Et l'indépendance, ils appellent ça l'ambition de la solitude, pouvoir faire seul. C'est ça être indépendant pour eux. Donc il est clair que, a priori, l'objectif d'un gouvernement n'est pas d'isoler, de permettre à la France d'être seule. En revanche, il est vrai qu'il y a des circonstances dans lesquelles on ne veut pas dépendre, et on défend nous cette idée d'indépendantisme français, on ne veut pas dépendre de qui que ce soit pour apprécier une situation, c'est comme ça que disent les militaires, donc juger donc avoir de l'information sur un théâtre de guerre par exemple, apprécier une situation, prendre une décision et la mettre en œuvre. Donc évidemment, à chaque fois on va être dans un va-et-vient, une dialectique entre ce que les autres sont prêts à concéder vis-à-vis de la coopération et qu'est-ce qu'ils ont l'intention de garder. C'est pour ça que j'ai donné des exemples très concrets de coopération possible, parce que la coopération appelle la coopération, et à l'inverse, évidemment, l'escalade appelle l'escalade, et il faut bien un moment qu'il y ait un acte de volonté qui soit posé, et de confiance, pour enrayer le cercle vicieux des escalades en tout genre.
Voilà. Je voulais dire autre chose, mais ça me reviendra sûrement. Sur le nucléaire, on est dans une... effectivement, on est dans une situation, nous, où on a dit qu'on adhérait, ou en tout cas on croyait, je choisis le mot, même si, bon, m'ennuie un petit peu, mais on croit à la logique de la dissuasion, au mécanisme de la dissuasion, au fait que vous puissiez intimider un agresseur potentiel. D'une certaine façon, je vais faire quelque chose que j'aime pas, je vais tenir un raisonnement que j'aime pas, quand il m'est opposé, quand on évoque les opérations extérieures par exemple, en disant, pour l'instant, pas pour l'instant, mais si on l'avait pas eu, si on n'avait pas eu d'armes nucléaires, ça se serait pas passé comme ça. Personne ne peut en juger, personne ne peut le savoir, mais le fait est que, ayant une arme nucléaire, on n'a pas été agressé. Maintenant, il y a des questions qui se posent sur la crédibilité de l'arme nucléaire, pas aujourd'hui, mais à moyen et long terme. J'ai dit qu'il fallait raisonner à 80 ans. Ce sont des investissements extrêmement lourds. Nous, on a plaidé aussi pour imaginer un mécanisme dissuasif qui ne soit pas nucléaire. Alors on a parlé de dissuasion spatiale, ça a fait couler énormément d'encre. Enfin, pas vraiment beaucoup d'encre, parce que dans les... non, mais c'est vrai, il faut être honnête, les journaux ne traitent pas ces sujets-là, et pas très sérieusement la plupart du temps. Mais en tout cas, ça a fait beaucoup jaser dans le milieu militaire quand on a parlé de dissuasion spatiale. Les gens se sont dit, mais de quoi ils parlent? Donc, si jamais je pourrais creuser le sujet, j'en profite pour dire que, en réalité, les choix techno sont aussi des choix de vulnérabilité. Aujourd'hui, j'avais un collègue, Arnaud Saint-Martin, qui présentait un rapport sur les satellites. Aujourd'hui, la multiplication des satellites en orbite basse crée un risque très fort de ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. C'était une hypothèse de science-fiction il y a encore 15 ans, 20 ans, et aujourd'hui c'est une hypothèse très sérieuse, savoir que si vous faites péter un satellite, le risque de réaction en chaîne est très élevé, et que vous pouvez vous retrouver avec une succession de satellites qui vont eux-mêmes être dégradés, produire des déchets, qui vont en dégrader d'autres, etc., etc. Une réaction qui fait que vous pourriez avoir une espèce de blackout des télécommunications et de l'information qui mettrait toutes les sociétés dans une panade qui ressemblerait beaucoup à un acte de guerre très 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 grave. Je ne veux pas comparer avec ce que pourraient faire des armes nucléaires, parce qu'aujourd'hui quand même les armes thermonucléaires, pour vous donner une idée si vous n'êtes pas au courant, mais une ogive nucléaire française, si elle explosait, ce serait l'équivalent de 300 Hiroshima, une seule. Voilà. Donc évidemment on est dans des ordres de grandeur où c'est pas très très pertinent de dire blackout des satellites égale X bombes nucléaires, mais enfin c'est de nature à dissuader. Si ça devait arriver volontairement, il nous semble que c'est de nature à dissuader. Donc pour nourrir la réflexion sur est-ce qu'on fait des choix techno qui nous aliènent ou qui nous rendent vulnérables, ou est-ce qu'au contraire on fait des choix de basse technologie, eh bien c'est toujours des arbitrages compliqués. Pour finir sur la question de basse technologie, il faut voir un paradoxe qui est en train de se déployer devant nous, c'est que, a priori, les basses technologies est la condition de la massification. Et c'est l'enjeu quand on parle de guerre de haute intensité. Et le problème, c'est que si vous massifiez à partir quand même d'objets qui, eux, sont bien des objets qui ont vocation à être détruits. On parle beaucoup, par exemple, de drones à usage unique, ou etc., de matériel qui sont des consommables. Alors qu'on était, on était dans un modèle, depuis une quarantaine d'années, où on disait, on a des objets de très haute valeur ajoutée, mais par contre, on ne les perd pas. Là, on rentre dans une logique où on dit la massification, c'est de la pollution en plus. Donc, voilà, c'est quand même très compliqué. Le mieux serait que quand même les gens deviennent raisonnables, qu'on arrête de se faire la guerre, qu'on rentre dans des logiques de coopération, mais ça se fait pas tout seul. Le mariage et le divorce, ça se fait à deux. Merci. On passe aux questions. Ouais, on passe aux questions. Oui, je laisse, je sais pas qui de l'assaut faire passer le micro. Ou non, vous voulez que sans micro, peut-être ce sera plus simple, on n'en a qu'un seul fonctionnaire. C'est encore un homme qui parle. Merci, c'était passionnant et très riche. Moi, j'ai appris plein de choses.
J'ai pas très bien compris la position de la France Insoumise sur les inventes et services. En gros, c'est des applis. Quel pourrait être leur rôle futur? Si vous pouvez clarifier ça. Et puis, il me semble que l'armée, la fonction de l'armée, c'est de préserver l'intégrité d'un territoire au départ. Donc la souveraineté, c'est pas que l'intégrité du territoire, il y a aussi souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique. Et est-ce que dans un monde décroissant, où on sait qu'il y aura aussi 50% de la population agricole qui va partir à la retraite dans moins de 10 ans, il n'y a pas aussi un rôle dans l'organisation de la résilience et dans le fait d'embarquer les populations contingentes dans justement la résilience alimentaire? Je ne sais pas, mettre en place un service civique agricole, enfin voilà, mais qu'on élargisse en fait le sujet, pas simplement à apporter des fusils, mais aussi contribuer à affecter la nation dans son ensemble. Je vais essayer de me tenir à être vraiment bref sur les réponses, mais entièrement d'accord. Je vais le formuler un peu différemment. On n'envisage pas de contingent stricto sensu. Nous, on défend une proposition qu'on appelle de conscription citoyenne. Alors, en général, ça fait pousser les hauts cris à certains, mais ce qu'on dit, c'est que aujourd'hui, on a un besoin d'implication populaire dans les armées. C'est le meilleur levier du pacifisme que de s'assurer que la population ait la main sur les armes. Alors, pacifisme, a priori, on ne dira pas qu'on est pacifiste, mais enfin, on défend une idée pacifique. Je vais vous donner une conviction personnelle. Il me semble que s'il y avait un mécanisme de conscription, probablement que François Hollande aurait réfléchi à 2 fois avant d'envoyer des gars au Mali, parce que dans la société, ça aurait été très concret. Bien sûr, votre fils ou votre fille n'y serait pas forcément allé, mais vous vous seriez dit, si ça continue, si ça tourne mal, l'étape d'après, c'est lui qui y va. Et donc, probablement que ça rendrait les gens plus soucieux et raisonnables, et qu'on parlerait de ces sujets autrement ou à d'autres occasions que lorsque simplement, malheureusement, des soldats français meurent. Et alors, on a une toute petite fenêtre d'opportunité où on peut dire on est bien sûr des raisons pour lesquelles on a envoyé des gens là-bas. Et déjà, quand on fait ça, on est très contesté parce qu'on dit ah ouais, vous suggérez qu'ils sont morts pour rien et c'est pas bien. Donc, nous, on défend un modèle donc, de conscription citoyenne qui n'est pas un modèle de service national à l'ancienne, puisqu'il ne concernerait dans son volet militaire qu'une minorité d'une classe d'âge. On imagine grosso modo 20%, que ce serait mixte, rémunéré, que ce serait sur la base du volontariat, et que donc il y aurait une forme d'objection de conscience possible. Ça n'a donc rien à voir avec les hypothèses de SNU qui concernent des mineurs de 16 ans, etc. Et que le gros de la population, d'une classe d'âge, lui, serait affecté, toujours rémunéré, etc., serait affecté à d'autres services de l'État, et donc, en fait, permettrait de muscler ou de renforcer la totalité quasiment des services publics, avec des vertus évidemment civiques, de cohésion, mais aussi de formation, d'inclusion, etc. Et des rencontres aussi d'une partie de la population avec d'autres parties de la population qui ne se rencontrent pas forcément souvent et qui pourraient d'une certaine façon mettre sous contrôle certains fonctionnaires, je ne vais pas vous dire lesquels, mais j'ai parlé d'alliance tout à l'heure, et ce ne serait pas forcément une mauvaise chose que les uns et les autres se rencontrent autrement que pour faire des contrôles d'identité. Donc c'est vrai aussi pour la protection de l'environnement, on pourrait réarmer, on parle beaucoup de réarmement, hein, moi je ne suis pas pour le réarmement démographique, hein, c'est pas notre idée, mais on pourrait réarmer l'État dans l'ensemble des composantes qui font que la société tient ensemble. Et je pense, j'en suis même certain, que les gens seraient beaucoup plus soucieux de défendre les intérêts de leur pays s'ils avaient la sensation que la société est vraiment égalitaire, fournit les mêmes chances aux uns et aux autres, ne discrimine pas, protège leur environnement, etc., etc., etc. Donc je ne vois que des avantages à cette proposition. Et évidemment, la question de la souveraineté alimentaire pourrait en faire partie. J'en profite pour dire que, évidemment, la question des stocks stratégiques
d'une manière générale, des stocks. Elle s'est posée elle est devenue aveuglante avec la question du Covid, et donc il n'y a pas de possibilité d'atteindre ce genre d'objectif si on n'a pas une stratégie de relocalisation de la production, de rupture avec la mondialisation telle qu'elle existe aujourd'hui, etc., etc. Peut-être qu'on prend plusieurs questions à la volée. S'il vous plaît, on veut bien une fille. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Vous avez parlé de la programmation militaire que LFI avait refusé de voter après pétrole. Ouais. Mais juste matériellement, concrètement, c'est quoi une armée après pétrole, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, sans tomber dans du technosolutionnisme des 10 prochaines années? C'est une bonne question. Peut-être d'autres questions, ça va pas s'étendre dans la tour. Déjà, ce qu'on voulait, c'est que la question soit noir sur blanc dans le texte. En fait, une loi de programmation militaire, ça se compose de tableaux de crédits qui sont en fait assez élémentaires. Il n'y a pas la ventilation des crédits année après année, donc c'est des grandes masses. En gros, chaque année, plus 3 milliards, donc ça va assez loin. Mais il y a aussi un document plus général qui est ce qu'on appelle le rapport annexé, où là, on esquisse un petit peu le modèle d'armée, les problèmes auxquels on va faire face, etc., le genre de défis qu'on se donne ou qu'on veut relever, qu'on pense qu'on va devoir relever. Et donc on voulait inscrire noir sur blanc cette idée qu'il fallait dès maintenant réfléchir à un modèle qui ne serait pas dépendant du pétrole. Ça ne veut pas dire que nous on avait la solution clé en main. On n'a pas un shift project des armées, on ne fait pas ça. C'est pas dans nos moyens. En revanche, ce qui est sûr, c'est que oui, il y a un enjeu de techno. C'est pas possible, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas imaginable de dire qu'il n'y aura pas des technos alternatives ou de substitution. Il est peu probable, comme le disait tout à l'heure mon voisin, que on va pas se mettre en situation de prendre le moment venu une déculottée. Parce qu'on aurait renoncé à certains moyens, etc. Donc, encore une fois, l'enjeu est vraiment de planifier et au plus serré. On ne peut pas juste dire on va se débarrasser du nucléaire et il faut pas le planifier, et ça sera demain, etc. On est exactement dans le même genre de problème là. Donc, une des réponses, c'est aussi précisément la participation de la population. L'alternative à ces énergies, c'est votre énergie, c'est l'énergie humaine. Oui, il y a des pays qui défendent leurs propres intérêts quand ils pensent qu'ils sont gravement menacés, quand ils sont envahis. Oui, la population fait la différence. On a dit qu'on parlait pas d'Ukraine, mais enfin, on a des exemples de pays qui sont envahis, et donc oui, on est dans une logique de défense des intérêts vitaux, de défense du territoire, et oui, on va limiter les velléités, les désirs d'expansion, de projection, etc. Il faut forcément articuler un modèle et un désir politique, et un modèle politique. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de casque vert, c'est un peu antinomique avec ce que je suis en train de dire, puisque là je décris plutôt une armée qui reste chez elle, en tout cas dans son territoire, mais il est clair qu'on ne peut pas simplement dire on va se débarrasser du pétrole, mais par contre tout va se passer exactement comme avant. Non, il faut vraiment l'imaginer, et c'était ça qu'on cherchait à obtenir. C'est une priorité, parce que vous voyez l'immensité du défi, une priorité accordée à cette réflexion-là. Et le chef d'état-major des armées, il y a quelques mois, il y a 1 an à peu près je crois, avait fini par dire devant les parlementaires que oui, il fallait commencer à réfléchir à l'armée après le moteur thermique. Il n'a pas dit l'armée après pétrole, de l'après-pétrole, mais de l'après-moteur thermique. Bon, j'en ai profité pour lui dire que bizarrement le gouvernement avait balayé notre idée d'armée de l'après-pétrole, mais évidemment chez certains officiers ça commence à faire tilt, ça c'est vrai. Ouais. Vous m'entendez ? Les conflits récents et l'histoire montrent quand même que une grande partie des guerres ont été l'Occident et les Américains, les Français ont quasiment perdu toutes leurs guerres contre des gens sous-équipés, très motivés et habités d'une culture extrêmement forte de solidarité, etc.
Les récents développements montrent aussi que des technologies extrêmement, vous en avez parlé d'ailleurs, hein, extrêmement, comment dirais-je, basiques. Hein. Le drone, il n'y a pas de raison spécifique que ça n'ait pas été développé il y a 10 ou 20 ou 30 ans. C'est quelque chose d'extrêmement sommaire. Et compte tenu de l'importance stratégique aujourd'hui, du fait que la Turquie en produit plein, que les Chinois en produisent plein, des trucs vraiment des jouets, quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer à la fois, est-ce qu'il y a vraiment à investir dans l'armée? Et deuxièmement, au regard de tous les montants qui sont en jeu là. Et le deuxième aspect, c'est, j'ai lu un magnifique débat sur LCI qui parlait du fait qu'il y avait une course à l'armement qui était totalement inefficiente dans la mesure où globalement les industriels privés, Northman, je sais pas quoi, surfacturaient des appareils technologiques d'une fiabilité extrêmement douteuse, dont on ne pouvait pas mesurer forcément l'efficacité. D'ailleurs, les 3 Rafales qui se seraient fait, je ne sais pas, je pense que c'est secret défense, mais je pense qu'il y a, on ne peut même pas savoir si c'est la France qui ment ou si c'est l'Inde ou si c'est le Pakistan. En fait, peut-être que vous le savez, il est possible que 3 Rafales soient fait dézinguer par des appareils extrêmement frustres, soi-disant des appareils chinois. Mais bon, voilà. Donc toujours pour dire, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un enjeu à faire beaucoup moins d'armées, beaucoup moins d'investissements et tout en gagnant une efficacité, et puis aussi de faire de remettre la question de la masse du nombre de soldats. Aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie, c'est essentiellement aussi le nombre d'infanterie mobilisables à un instant T, qui remettent en fait la guerre sur des choses qui sont extrêmement basiques en fait, qui sont d'avant même les grands sauts technologiques. Une autre question, peut-être une dernière. Il n'est pas sûr que, je pense qu'il n'est pas sûr que le temps du débat, le temps que ce débat émerge, qu'il soit résolu et qu'il se traduise en effet, on n'est pas sûr d'avoir le temps si on compare ça avec le temps de l'écologie et l'arrivée des catastrophes, parce que je considère que l'armée telle qu'elle existe aujourd'hui est en mesure de protéger les Français et en tout cas de répondre à des catastrophes qui vont devenir de plus en plus courantes et de plus en plus graves, telles qu'on l'a vu en Israël récemment. Aujourd'hui, avec Patrice Geoffroy de l'Université de Dauphine, du Centre géopolitique de l'énergie et des matières premières, ainsi que Yves Gicourel du directeur du LAM, on parlait des matières premières et surtout de l'agilité en fait, au moment du déploiement et du retrait justement des forces armées. On se posait la question de savoir en fait si il ne serait pas important, parce que vous n'avez pas été dans la lutte des classes, avec la délocalisation des usines et notamment les investissements des capitaux qui vont de plus en plus vers l'étranger, d'envisager une réallocation des forces armées en fait, à l'étranger en fonction justement de la productivité entre justement forces de travail et les capitaux français plutôt qu'étrangers. Pas sûr de comprendre la question. En gros, l'idée c'est de dire, est-ce que les forces armées aujourd'hui, là où elles sont déployées, est-ce qu'elles servent justement l'intérêt en fait du capital ou est-ce qu'elles sont en train de servir l'intérêt de la France? Je vais juste me permettre une petite réponse entre parenthèses sur la deuxième des questions. De mon expérience récente au ministère des Armées, moi je constate que l'intervention, notamment en situation de catastrophe, ce qu'on appelle des opérations humanitaires ou HADR, c'est un petit acronyme anglais pour dire ça. En gros, ce qu'on constate au ministère, c'est que ce nombre d'opérations a tendance à augmenter. C'est pas une énorme surprise, mais ce que ça veut dire derrière, c'est que ça utilise des moyens militaires en urgence pour des choses non prévues, ou non, voilà, c'est pas la guerre, c'est aller sauver des gens. Mayotte, par exemple, on parlait de plus ou moins bien bonne réussite de la gestion de crise à Mayotte. Concrètement, ça a mobilisé de très lourds, très rapides moyens militaires qui, du coup, dans cette temporalité-là, ne pouvaient absolument pas aller ailleurs si jamais quelque chose d'autre arrivait. N'en reste pas moins que, globalement, aujourd'hui, les moyens militaires, de ma perception, sont capables de projeter très vite beaucoup de matériel et beaucoup de monde très loin. Ce qui est, a priori, un moyen quand même de lutter efficacement et ce qui est nécessaire pour lutter efficacement contre les catastrophes naturelles. Donc moi, je dirais que des catastrophes, on va dire, exceptionnelles, voire très graves, seront a priori, en tout cas avec les moyens actuels, encaissables par l'armée, quitte, ce que ça voudra dire, c'est qu'on l'affectera ici. Et je pense que c'est plus le côté tension sur les moyens qui est le vrai sujet que capacité à réagir, qui a priori l'est,
mais ce sera plus cette tension sur les moyens qui sera un vrai questionnement si on a plusieurs catastrophes en même temps et une tension interétatique dans laquelle on est peut-être engagé. Là, c'est sur sollicitation et pas arbitrage. Alors, d'abord pour répondre, oui, globalement, je souscris à ce que vous avez dit. J'ai pas donné l'exemple du Vietnam tout à l'heure, mais en fait, oui, quand vous avez des personnes qui sont concernées, que c'est leur intérêt vital, que vous les mobilisez, bah oui, à la fin, le plus gros perd. Il peut gagner tactiquement ou il va perdre stratégiquement. Il n'y a pas d'exemple, de contre-exemple depuis 60 ans que ça se passe différemment. Vous aurez, c'est pas une bonne nouvelle, hein, ça va pas bien se passer, ça va être sanglant, ça va être tout ce que vous voulez, ce sera une guerre, ce sera pas beau, mais au bout du compte, a priori ça marche plutôt mieux, donc vous avez besoin de moyens de défense active et passive, etc., de masse, de personnes qui sont engagées, raison pour laquelle nous on pense qu'effectivement c'est la première ressource pour se défendre, c'est la population, et que c'est la raison pour laquelle il faut la traiter bien, que la société doit être aussi égalitaire. C'est un choix philosophique, mais il peut y avoir un aspect très réaliste dans ce calcul-là. Voilà, je pense que forcément besoin d'en rajouter. Voilà, je pense que vous avez l'esprit. Sur la question, est-ce que les armées ont les moyens ou sont prêtes? Si on est la plus sensible, parce que quand vous êtes un responsable politique, vous ne pouvez pas arriver tranquillement en disant on n'est pas prêt à quoi d'abord. Donc, est-ce que ça signifie que la population est en danger parce que l'armée ne pourrait pas assumer ses missions? Donc je ne crois pas qu'on en soit là. En revanche, est-ce que c'est optimal? Je ne crois pas non plus que ce soit optimal. On est dans une situation où, par définition, l'armée c'est choisir, c'est définir des priorités. Je ne suis pas d'accord avec les priorités qui ont été données aux armées pour les prochaines années par le gouvernement, sinon j'aurais voté la loi de programmation militaire. Quand j'ai dit ça, je peux un peu préciser. Donc j'ai dit que face à des confrontations qui pourraient nous arriver dans 30 ou 40 ans, je ne suis pas tout à fait certain qu'on ait fait des arbitrages qui nous immunisent ou qui nous permettent d'être totalement crédibles dans tous les domaines. Je ne suis pas tout à fait... je ne peux pas rentrer dans le détail, sinon ce serait une façon de dire qu'on va avoir des vulnérabilités là. C'est pas exactement quelque chose qu'on peut se permettre, je crois, en aspirant le gouvernement. Mais je peux quand même aussi préciser qu'aujourd'hui, effectivement, il y a deux types d'activités qui ont été évoquées. Celle qui s'appelle faire la guerre, et on se donne les moyens suffisants de résister à un choc. Donc, clairement, si on était dans une situation à devoir faire la guerre comme l'Ukraine, évidemment, on n'a pas le même modèle, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas le même nom, etc. Et on ne mènerait pas cette guerre. En revanche, on dispose d'un moyen très particulier, auquel on croit que la dissuasion nucléaire, qui est la logique du gorille. Ne m'approche pas, parce que quoi que tu feras, tu t'exposes à un risque que tu n'as pas envie de déçu. Donc, ce mécanisme-là, on croit, on pense qu'il est efficace, et ça implique aussi d'avoir un discours prudent sur ce sujet-là. Une agression implique une réponse disproportionnée. Donc il faut pouvoir le dire et le concevoir et le penser. Pour je ne sais pas si c'est satisfaisant, mais enfin, pour la dernière question, une approche très un peu cynique peut-être de ce qu'on devrait faire, de ce à quoi doivent servir les armées. En tout cas, on donne l'occasion de revenir sur un mot que tu as eu au tout début, en fait, en précisant que les armées avaient pu être utilisées pour protéger des zones d'influence. Et ça m'a satisfait, j'étais content parce que quand on a évoqué Barkhane pendant ces dernières années, souvent à gauche, il y avait une tentation de dire que c'était pour protéger des ressources. Dans un rapport néocolonial un peu, j'ai envie de dire, caricatural, grossier. Le fait est qu'au Mali, il n'y avait pas d'intérêt minier, il n'y a pas d'intérêt de matières premières pour la France. Il y a de l'exploitation de matières premières, de l'or par exemple au sud, surtout mais il y en a aussi au sud du Mali, mais
les compagnies n'étaient pas françaises. Les exploitants, c'était des compagnies australiennes, sud-africaines, chinoises, etc. Mais il n'y avait pas d'intérêt économique fort de la France au Mali. Je ne suis pas fait que des amis en le disant, on n'était pas député forcément, donc c'était moins délicat. Mais à mes yeux, l'essentiel de ce qui a déterminé la décision de François Hollande, il y a un faisceau de causes, il y a un faisceau de causes, mais à mes yeux, le principal, je crois, c'est vraiment la conviction que d'une certaine façon, c'est notre arrière-cour, c'est notre zone d'influence, et c'est plutôt la logique d'influence qui a prévalu, au service de on ne sait pas trop quoi. Moi je crois vraiment que il y a chez les décideurs, chez beaucoup de décideurs, vrais et faux décideurs, j'ai envie de dire, parce que moi je suis un député, on pourrait dire que je suis décideur, mais je suis décideur de presque rien. Dans la 5e République, j'ai été au pouvoir, très peu. Mais qu'il y a chez beaucoup de mes collègues et de ministres, voire de présidents de la République, une façon d'opérer ou de décider à partir de ce qu'ils croient être leur responsabilité, la vraie politique, la high politique, etc., etc. Une espèce de façon de se conformer à des schémas de ce qu'ils croient être le réalisme. Et je pense que ça a déterminé en grande partie la décision de Hollande d'envoyer des soldats au Mali. Donc ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais je pense qu'on a vraiment un besoin, en tout cas, d'apprendre que le réalisme ne consiste pas nécessairement à faire le choix le plus immoral à chaque fois que l'option se présente. Et il me semble vraiment que c'est un truc qui existe vraiment chez beaucoup de collègues qui pensent que se montrer à la hauteur des circonstances ou de la fonction qu'ils veulent exercer ou qu'ils exercent déjà, ben, c'est faire fi de ce qu'ils peuvent penser être un peu du moralisme, de l'idéalisme, des choses comme ça, sans forcément mesurer que il arrive que le choix le plus moral soit aussi le plus pertinent et qu'il produise les meilleurs effets à court, moyen et long terme. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais vous m'avez donné l'occasion de sortir une marotte. Très bien, merci. Oui, absolument. Comme historien, moi je suis toujours moins à l'aise, donc c'est pour ça que je suis un peu en retrait. Mais en fait, je suis surpris qu'une question n'ait pas été posée. C'est où sont les femmes dans tout ça? Parce que finalement, ces questions-là, elles reposent traditionnellement, historiquement, sur une division genrée des rapports sociaux, avec cette idée extrêmement simple que les hommes font la guerre, ils sont des combattants, et les femmes servent à la reproduction, donc finalement à reproduire des combattants qui font la guerre. Et la question c'est, est-ce qu'il y a eu un discours, une pensée qui soit de femmes, féministes sur ces questions, et est-ce qu'on peut croiser questions féministes, écologistes et questions de défense? Moi j'ai essayé de faire des recherches là-dessus, c'est très rare, alors, on peut trouver des écrits, des niches, militants, etc., mais assez peu. Et je trouve d'abord remarquer que le MLF, le Mouvement de libération des femmes, a eu pour premier acte en août 1970 de déposer une gerbe à l'Arc de Triomphe à la femme de soldat inconnu. Ce qui était quand même un symbole pour la création de cette organisation. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a eu des mouvements de solidarité de femmes à l'égard des soldats pour défendre leur cause lorsqu'il y avait des iniquités, lorsqu'il y avait des inégalités, lorsqu'il y avait des mouvements de contestation. Elles n'étaient pas uniquement des sœurs, des mères, etc., mais elles étaient aussi des militantes qui pensaient à ces questions et qui agissaient, qui allaient les soutenir lors des procès. Et puis aujourd'hui, vous avez un grand phénomène, c'est la féminisation des armées, alors qui reste limité statistiquement, mais la France est une des armées les plus féminisées du monde. Je crois qu'on est autour de 18% de mémoire. Alors c'est beaucoup moins que ça, etc., mais tout de même, donc ça pose aujourd'hui toute une série de problématiques qui sont travaillées par le ministère des Armées sur qu'est-ce que ça fait d'avoir des femmes combattantes dans des unités, est-ce que ça change aussi le rapport philosophique à l'activité guerrière. En tout cas, ce que je note, c'est que je pense que c'est une question d'avenir, parce que lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion qui ont été réalisées ces dernières années, je pense notamment une sur le rapport des jeunes à la guerre, qui a été fait par le CEVIPOF, on voit qu'il y a quand même des distinctions genrées dans l'appréciation des questions de défense, des questions militaires. Et là où les garçons, c'est des jeunes de 18 à 25 ans qui avaient été interrogés, vont d'abord avoir première préoccupation une sensibilité aux questions militaires, c'est moins vrai des femmes. Mais là où les femmes sont très présentes, c'est justement sur la préoccupation climatique.
je pense que là, il y a un pont qui peut exister sur ces questions, qui fait qu'on n'a pas fini d'en parler. Nous, on avait mené une mission d'information, en tout cas c'est à l'époque où j'étais assistant parlementaire, donc c'était Bastien Lachaud qui avait mené une mission d'information sur la lutte contre les discriminations dans les armées. Et il y a encore un peu de boulot. Merci à toutes et à tous. On a ouvert pas mal de champs de boulot, je pense, et moins de réponses. J'espère que ça vous a intéressé, une forme de mémoire historique à la fois de ce que c'est l'armée en France et des perspectives à se poser sur ces sujets-là qu'on aborde trop peu. Donc à Alter Capitae, on souhaite réfléchir à ces questions-là. Dans la décroissance, il y a aussi ces questions de défense. Donc il faut les penser. Donc voilà, et puis il y a un petit pot qui s'enchaîne normalement si on n'a pas trop pris de retard juste sur la terrasse. Donc,